Je m'étais interdit de gêner l'aube dans la Manche française. Et si tu regardes les images, tu me vois freiner, mais 20 mètres plus tôt que tout le monde, je prends les freins. J'ai acheté 4 Alpines, j'ai cassé 5 boîtes de vitesse. Ouais, c'est pas normal. Donc j'ai dit adieu aux Alpines il n'y a pas très longtemps. J'ai arrêté brutalement de les faire rouler. Une mouche m'a piqué, j'ai acheté 2 GT3 3,8 litres. Mais en fait, je me suis tiré une balle dans le pied tout seul, parce que quand tu vois d'un seul coup la cote qu'ont pris ces voitures-là, quand tu vois l'état de ta bagnole faire ça, tu dis non, mais là c'est pas bon, le calcul n'est pas bon. Un matin, c'est mouillé par terre. Et là tu dis ah ouais. Direct, tu t'es dit c'est chouette. Ah non, mais tu dis mais c'est ça qu'il faut qu'on propose. C'est ça qu'il faut qu'on propose. Bienvenue dans La Boîte à Gants. On est l'émission qui reçoit des personnalités du monde de l'auto et de la moto. D'ailleurs, dites-nous en commentaire qui vous aimeriez qu'on reçoive prochainement, que ce soit plutôt MotoGP, Rallye, Formule 1 ou toute autre discipline. Et pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, à laisser un petit like, ça nous aide énormément. Salut Yann. Salut Yann. C'est la première fois que je peux dire ça, je suis trop content. Bon, je pense qu'il y a plein de gens qui ont une petite idée de qui tu es. Tu nous reçois là chez toi. Pour ceux qui ont l'image, c'est bon, c'est clair. Ouais. Et tu sais, c'est aussi une version audio. On racontera des petits détails parce que c'est pas la première fois qu'on fait cet épisode. Tout à fait. On racontera cette histoire. Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots? Eh bien écoute, Yann Le Jossec, donc c'est pur beurre de micelle, on va pas se mentir. 52 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, Tom et Marin, qui font un peu de voiture aussi d'ailleurs, surprenant. Et que te dire, je n'ai jamais fait d'autre métier que celui-là. C'est-à-dire que j'ai commencé à 20 ans, à 21 ans exactement, à bosser en école de pilotage. Et voilà, ça va faire 31 ans, donc je n'ai jamais rien fait d'autre que de moniter ou d'encadrer et d'être auprès des voitures. Et cette passion l'auto, elle est, j'ai envie de dire, elle remonte à l'enfance pour toi. C'est quoi un peu les premiers souvenirs et dans quel contexte tu grandis qui expliquent finalement justement cette passion? Alors, je grandis dans le milieu de la bagnole parce que mon papa, travaillant à Citroën, les usines Citroën La Jeannet à Rennes, qui était quand même un gros bouclard, hein. Il y a eu à la belle époque 12-13 000 personnes dans ces centres de production, bossait là-bas. Il bossait là-bas et donc nous avons été élevés avec ma petite sœur sur les banquettes arrière de voitures neuves. Tu sais, il y avait ça s'appelait ça les collaborateurs, donc tous les salariés en fait de l'usine pouvaient acheter des voitures et les garder 6 mois et les revendaient. Donc tu avais la petite réduc qui te permettait finalement de rouler entre guillemets gratuit. Grosso, voilà, c'est ça. Pas perdre d'argent, quoi. Exactement. Donc t'imagines bien que sur le volume de salariés qu'il y avait, ça faisait quand même 3-4 bagnoles à vendre tout le temps dans le coin. Parce qu'à l'époque, parce qu'on est tous les deux originaires du même coin, parce que là on est à l'OEAC, école de pilotage, mais on y reviendra, Pégase. Rennes, j'y ai grandi aussi, tu sais. À l'époque, je crois que l'usine, c'était quoi? C'était près de 15 000 salariés, peut-être un peu moins, mais... Ouais, c'est ça, ouais, ça a été, il y avait même 2 sites à Rennes, hein. Il y avait la Jeannet et la Bartoma, mais oui, il y avait des villes dortoirs autour vraiment de l'usine, quoi. Donc voilà, les voitures neuves, toujours des voitures neuves. Voitures neuves et Citroën. Ah ouais, Citroën, absolument, j'étais féru total, passionné de la marque à l'époque, ouais. Donc tu as ces souvenirs avec ton père qui change de voiture régulièrement. Ouais. Toi, de ton côté, est-ce que parce que c'est la grande époque de la presse aussi, ça l'est toujours, mais un peu moins maintenant, parce qu'il y a d'autres médias, mais tu te découvres à feuilleter tous ces magazines, à prendre les specs par cœur, etc. Relativement tard, malgré tout. En effet, assis entre les sièges, assis sur la banquette arrière entre les sièges, deviner quelle voiture on allait remonter, la marque, le modèle. Est-ce que c'était une TS, une TL, voilà. Ouais. C'est vrai que j'étais quasi incollable à l'époque. Et à ce moment-là, le sport auto, c'est déjà quelque chose qui t'intéresse? Pas du tout. Mais finalement, pas du tout. Alors, pas du tout. Il y a un attrait pour ça, si tu veux. Mais je pense qu'à l'époque, pour moi, c'est trop loin, tout ça. Enfin, là, c'est pas accessible, si tu veux. Donc, on faisait pas de karting, on faisait pas de... Enfin, voilà, il se passait pas, finalement, grand-chose. Bagnole autour de nous. Donc, mis à part mes petites voitures et ma voiture télécommandée, quand un jour, j'ai changé
step, pas de vue particulière sur la voiture, en tout cas. Juste une passion, tu vois, un truc, je savais ce que c'était, je connaissais les détails. Mais tu touchais pas du doigt en fait. C'est-à-dire Non. que c'était vraiment d'un point de vue presque entre guillemets passif. Mm. Enfin, encore une fois, à travers les voitures de ton père. Ouais. Mais ça s'arrêtait là. Et tu n'avais pas ce contact au volant. Ton père Non. t'a pas fait conduire jeune. Alors, il m'a fait conduire un petit peu sur les genoux, voilà, comme on a tous pu faire avec nos gamins, mais tu vois pas le truc, déjà, t'as 5 ans ou t'as 8 ans et tu dis, non, mais moi, je ferais ça, quoi. Donc, voilà, c'était dans mon environnement, c'était très présent d'ailleurs, parce que dans ma famille, il y avait aussi, il y avait aussi des gens qui travaillaient dans Citroën, donc c'était la grande famille Citroën, tu vois. Et tu m'as raconté une anecdote, je crois que c'est à peu près, tu dois avoir un peu moins d'une quinzaine d'années, et tu tombes sur une spéciale du Monte-Carlo. Mm. J'imagine que c'était à la télé déjà. Exact. Bon, forcément, toi, t'as un œil pour la BX, tu devais être un des seuls. La BX4TC quand même. Elle est incroyable cette pièce, mais je veux dire, à l'époque, on est en groupe B, c'était pas celle qui était la plus plébiscitée. Ah non, pas trop, non. Mais toi, c'était... Non, non, j'aimais beaucoup les autres. Non, en revanche, tu sais que la BX4TC, pour qu'ils puissent l'homologuer, il y a eu donc des BX4TC de route. Alors là, pour le coup, c'était des collectors. Et vivant à Rennes, il m'arrivait de temps en temps d'en voir une passer, c'était toujours la même, le soir. Donc la 4TC de route. Et j'avais l'impression de voir, tu vois, un truc de fou, quoi. C'est vrai qu'en plus, elle est vraiment bodybuildée. Elle est bodybuildée, elle est difforme. Je sais pas quoi en penser honnêtement. Je peux pas dire qu'elle est belle. Alors la version rallye était un peu... était complètement déformée avec son nez de 4 mètres, là. Bah, tu sais, je suis fan des Xaravetes, donc déjà en termes de goût, si tu veux, on peut se poser des questions sur ma personne. Oui, c'est vrai, mais là qu'on en parle. Oui, c'est problématique. Mais bon, Xaravetes, je peux pas t'en vouloir non plus. Non, c'est super caisse. Et donc, comment ça évolue justement le passage de... Parce que forcément, il y a un point qui pour moi est important, c'est le permis. Je pense que les études, de ce que tu m'as expliqué, c'était pas une passion. Ah non. Alors pas du tout. Du tout. Donc en effet, ouais, le petit exutoire, c'était la bagnole. Et en effet, je tombe, je crois que c'était FR3 à l'époque, je tombe sur une spéciale diffusée en direct. Ça devait être la première fois, en tout cas moi c'est la première fois que je voyais des images de rallye où là tu comprenais en plus le rallye, tu comprenais que les mecs partaient toutes les minutes, ou là toutes les 2 minutes parce qu'il y avait des contraintes pour la télé. Et je vois, voilà, ces voitures rouler sur une route à moitié enneigée, à moitié neige fondante, là. Et là, je me dis, waouh. Ça te traumatise la rétine? ça te fait quoi comme effet? Non, ça, je me plonge dedans, tu vois. Le temps s'arrête. Je regarde ça et il me tarde que la voiture d'après arrive. Que la 205 T16 arrive, que la Quattro arrive, que la S4, que la 037, que toutes ces télégroupes B. Hein. Ah, tu les apprends en même temps en plus, que j'imagine. Ouais, mais je les connaissais déjà un petit peu, si tu veux. Je les connaissais un peu, mais là, d'un seul coup, il y avait un son, puis elles vivaient les caisses, quoi. Bon, alors, il y a toujours eu, dès que possible, quand même, automoto à l'époque. Pour moi, c'était... Il n'y avait pas de turbo encore en plus. Mais non, il n'y avait pas de turbo, donc c'était automoto. Et j'ai un doute, mais je crois que c'était le samedi soir, mais je ne sais plus. Je pourrais pas témoigner. Je suis désolé. Voilà. Donc voilà, mais ça se cantonnait à ça. Voilà, le sport auto, pour moi, se cantonnait à ça. À quelques trucs dingues de temps en temps. Et puis, mais je n'avais jamais mis mes fesses dans un karting. Et j'ai dû rouler, je sais pas, 3 fois sur un parking sur les genoux de mon père, quoi. Donc le seul sport que tu faisais à ce moment-là, c'était du foot. Ouais, alors foot, judo. T'es pas mauvais, je crois, en plus au foot. Ouais. Si je m'étais pas explosé un genou, j'aurais peut-être pu essayer de faire quelque chose. Ouais. C'est l'excuse de tous les gens qui n'ont pas fait pro, c'est ça. Ah, t'es en train de la faire là. Non, mais je veux dire, t'as joué avec des personnes qui sont passées pro par la suite. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, à l'époque, Sylvain Ripoll, qui en a fait vraiment un métier. Sylvain était un voisin, on était potes, et lui est rentré au Stade Rennais à l'époque. Et peut-être qu'en effet, j'aurais pu. Bon, il se trouve que ça a été fin de chantier tout de suite, mais c'est très bien. Enfin voilà, pas de problème. À ce moment-là, c'est quoi tes rêves? Parce que de ce que je comprends,
même foot pro, c'était pas forcément une idée que tu avais en tête. Pilote, ça te paraissait inaccessible et puis bon, t'avais jamais fait de C'était karting. pas, ouais, oui, exact. Oui, le terme est bon. C'était pas accessible, tu vois. Pas trop de rêves, là, si tu veux. C'était surtout finir l'école. Le traumatisme. Ah, grave. Ouais. Non, mais déjà en maternelle, ma mère, elle m'amenait comme ça, elle me tirait comme ça. Tu vois, il y a les traces dans le gravier. Donc, Ouais, c'était vraiment un mauvais moment, quoi. ouais, je pense que j'étais pas prêt. Et pendant 20 ans, j'ai pas compris ce qu'on m'a raconté. Hein. Donc, non, c'est-à-dire que ça a commencé très tôt et jusqu'au bout. T'es allé jusqu'au bout, c'est-à-dire que t'as eu un bac. Bac F1, s'il te ouais. plaît. Mais ça, c'est un signe. Mais oui, Ça, c'est un signe. C'est quoi un bac F1? c'est construction mécanique. Bac technologique, construction mécanique. Ok. Voilà, résistance des matériaux. Non, mais ça m'a été utile en fait après. D'accord. Et après, je bascule sur un BTS technico-commercial. Bon, voilà. Alors, on arrive quand même au point crucial dans cette période-là. C'est que pour mes 20 ans, mon papa m'offre un stage de pilotage. Donc là, t'as le permis. Ouais, j'ai le permis. Ouais, j'ai passé un peu de temps à l'école, moi. j'ai fait des pauses, tu vois. T'as le permis. Est-ce que déjà, parce que tu sais, c'est bête, mais quand t'as le permis, t'aimes bien les caisses. Ah oui. T'as envie de te tester à plein de choses. Ouais, non, mais je teste. Ma pauvre XK s'en souvient encore. J'essaie, quoi. Je roule un petit peu vite. Je me sens à l'aise dans cet élément. Tu te rends compte que t'es déjà, entre guillemets, t'as des prédispositions qui sont plus importantes que celles de tes copains? Alors, tu le sais pas. Ouais. C'est plutôt tes potes qui te disent que Tu roules fort. t'as pas l'air à moitié manche. Mais non, tu le sais pas spécialement. En tout cas, tu te sens dans ton élément. Voilà, tu te sens vraiment dans ton élément. Et c'est vrai que dès que j'ai eu le permis, premier bol d'air. Ouais. D'autant plus que t'es un peu le Sam de toute ta bande. Tu bois pas? Mais oui. Parce que c'est l'époque où, bon, bah, ça sort beaucoup, on l'a tous fait. Ouais. Toi, Je suis pas trop sorti, moi, en fait. Hein. Je suis pas trop sorti, j'ai pas trop fait la fête. Et je ne buvais pas du tout. Donc, de toute façon, j'étais le pote idéal. Tu pouvais t'amener en soirée, te ramener, il n'y avait pas de souci. Bon, t'allais peut-être revenir un peu vite, mais c'est tout. En fait, si t'avais pas fait Pégase, ça aurait été Taxi Joseph. Ouais, peut-être bien, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. T'as raison. Donc, tu passes les permis, tu sens qu'il y a un truc, une vraie connexion, c'est un petit bol d'air. J'aime. Tu continues des études qui sont un non-sens pour toi. Mhm. Et là, on arrive sur ce moment effectivement un peu crucial qui est innocent. C'est-à-dire que je crois que c'est avec des amis de ton père, Exact. Citroën, toujours famille Citroën, Eh oui, ils t'emmènent faire un stage de pilotage. exactement. À l'OEAC. Et donc, c'était un stage 2 jours, je crois. Et voilà, et là, tu te dis, waouh. D'abord, tu sens que tu es à l'aise. Et puis, rien n'est contrainte, quoi. Donc, Comment tu sens que tu es à l'aise? Tu sens, c'est-à-dire que tu es dans les mêmes temps que les moniteurs très rapidement? non, parce qu'il n'y a pas de chrono à l'époque, c'est juste des exercices, tu vois, mais que ce soit du freinage d'urgence à l'époque, d'un évitement d'obstacles, d'un frein à main, ou d'un maniement de volant, ou d'un petit parcours chrono en fin de journée, ou d'une mise en dérive, tu sens que tu es à l'aise, tu sens que tout ça te parle, quoi. Et donc c'est une sensation, c'est une top sensation. Et là, d'un seul coup, tu vois, tu te dis, oh, il n'y avait pas grand-chose qui me passionnait finalement. Et là, je me dis, mais alors ça, je crois que j'aime bien ça, moi. Parce que je sais pas si ton père était là à ce moment-là, mais en tout cas, peut-être ses amis qui t'accompagnaient, ils se rendent compte qu'il y a un visage qui s'illumine, qu'il y a un truc qui se Ouais, passe. je pense, parce qu'en plus, c'est vrai que les études, tu vois, j'étais quand même un peu dans le dur tout le temps, donc j'avais fermé la coquille, quoi. Donc là, d'un seul coup, tu vis, t'es un peu mis en avant parce que tu y arrives, et tu te dis, waouh. Tu te revalorises un petit peu. Ouais, exactement, ouais. Mm. Ouais. Donc oui, c'est un très très bon souvenir et je pense que ça m'a sorti les ronds ce stage. Et là, est-ce que ce moment-là, ça devient une obsession? C'est-à-dire que tu fais ton stage et après tu passes à autre chose, ou ça reste dans un coin de ta tête en te disant faut que j'y retourne le plus rapidement possible? Non, là tu te dis j'ai trouvé un truc là. Là j'ai un truc. J'ai trouvé un truc et il se trouve que quelques semaines après, il y a à la foire de Rennes, l'école de pilotage dans laquelle j'ai fait mon stage, qui organise un petit slalom, tu vois, un petit machin, et le meilleur temps gagne un stage de pilotage.
Autant te dire que là, j'ai fait les fonds du tiroir et je suis allé me faire mon parcours chrono. Je fais le meilleur temps et donc je regagne un stage de pilotage. Deuxième bol d'air. Toi, on est un peu après. Dans le temps, j'ai du mal, je sais pas trop. Mais on est un peu après. Et puis là, tu te dis, voilà, ça j'aime. L'école de pilotage, à l'époque, avait un petit club où tu pouvais adhérer, ça te coûtait pas grand-chose et tu adhérais. Et tu pouvais aller le dimanche matin rouler un peu. Donc voilà, je l'ai fait 3-4 fois. Et là, d'un seul coup, alors déjà, moi qui sortais pas, qui faisais pas la teuf, obligatoirement se lever le dimanche matin, ça me posait pas de problème. Surtout pas pour aller conduire des 205 sur la terre. C'était que des Peugeot. Ouais, c'était une école Peugeot. Les écoles Peugeot. Dommage que ce soit pas Citroën quand même. Mais bon, on reste sur le groupe PS. Ouais, c'était la famille, C'était la famille. Puis 205 GTI, 405 Ouais, M16, enfin, c'est des vraies caisses de l'époque, c'est des vraies. belles caisses de l'époque, tu vois. Et t'as pas un moment où, à force de rouler, où tu te dis je veux plus parce que je vois bien que je suis bon, mais en fait j'ai envie que cette bouffée d'air devienne mon quotidien. Je suis assez pragmatique en fait et relativement raisonnable. Donc le problème financier à l'époque m'interdit de rêver en tout cas. Parce que ça coûtait d'aller se faire un stage, enfin tu vois, ça coûtait tout ça. Donc si c'était possible, j'y allais, c'était génial. Et puis si ça l'était pas, ça l'était pas. Mais c'était mon objectif principal. Et puis finalement, et assez rapidement, donc je suis toujours en train de suivre mes études en parallèle, hein, je galère à côté et j'ai mon bol d'air le week-end, enfin de temps en temps. Et puis, je passe en deuxième année de BTS, on est à la rentrée, enfin, juste avant la rentrée d'ailleurs, oui. L'équipe en place de l'école de pilotage me dit, écoute, on a besoin d'un petit coup de main le week-end. Donc c'est eux qui te proposent, c'est pas toi qui fais la démarche. Ouais, alors moi j'ai dû les solliciter, hein. J'ai dû les solliciter en disant, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour laver les bagnoles, ramasser les plots. Et donc, tu vois, les planètes s'alignent un petit peu. J'ai vraiment envie de le faire. Ils ont un petit besoin à ce moment-là. Et là, ils me disent, écoute, tu viens cet été, puis tu viens avec nous tous les jours, et puis on va te former. Voilà, on va te former, le discours, tout. On va te former. Donc, je passe le plus bel été de ma vie à écouter, à regarder et à pratiquer un petit peu. Et là, d'un seul coup, déjà, tu pratiques, mais tu n'as pas forcément besoin de payer, tu vois. Donc, c'est génial. Et donc, rentrée, on arrive en septembre. Je suis censé attaquer ma deuxième année de BTS technico-commercial. Bon, j'y reste pas longtemps, j'y reste 3 semaines. J'y reste 3 semaines et là, j'en peux plus. Je retourne voir l'école de pilotage. Je leur dis, mais il n'y a pas besoin de moi là, vraiment? Bah, si, on pourrait avoir besoin de toi. Je dis, bon, bougez pas, je reviens. je vais voir le directeur du lycée et je lui dis, bon, comment on fait pour démissionner? Et le mec me dit, non, mais vous ne pouvez pas faire ça, les places sont chères. J'ai dit, oui, non, mais moi, c'est pas une question, en fait. Je veux juste vous prévenir que demain, je serai pas là. Voilà, donc je pars du lycée, direction l'OEAC. Bon, entre-temps, il faut quand même que j'explique à mes parents que je ne vais pas faire la deuxième année de BTS. C'est ce que j'allais dire, effectivement, c'est toujours le moment un peu crucial. Ouais, parce que je vais aller travailler avec un salaire à l'OEAC. Et ils voient ça sous quel œil? Alors, ils ont bien vu la galère que tout ça a été. Donc, je pense qu'ils m'ont fait confiance. Ils m'ont pas emmerdé. Voilà. Je pense qu'ils voient aussi à quel point tu es motivé, à quel point tu devais ouais, tout ça a du sortir de sens. ta coquille. Tout ça a du sens. Mais c'est pareil, quand tu es vachement pragmatique, tu te dis, bah oui, mais c'est pas un métier, quoi. C'est pas un métier de faire ça. Oui, c'est vrai. Donc, bon. Comme, alors il paraît que quand on est pilote, on regarde loin, mais alors là, moi, je peux te dire que je regardais pas loin. Donc, cette optique-là m'intéressait, donc, poum. Et puis là, c'est parti, voilà. Là, d'un seul coup, t'es tous les jours. Puis là, t'es payé pour faire quelque chose que t'aimes.
Ouais, tout à fait, ouais. Non, puis alors moi, il s'est passé... Ouais, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, non seulement j'ai quitté l'école, j'ai quitté l'école, quoi. Je pouvais bosser du lundi au lundi, je m'en foutais, hein. 12 heures par jour, 12 heures par jour. No problème. Bon, c'est un métier de saltimbanque, hein, il vaut, il vaut mieux pas compter ses heures. Donc voilà, je quitte l'école, je suis dans l'environnement bagnole, on parle de pilotage, on fait du pilotage, voilà quoi. Et justement, tu vois, je me disais, étant donné que là, tu baignes, tu passes de rien du tout à tu baignes dedans. Le pilotage, le sport auto, t'as pas forcément le discours, le langage technique, j'imagine le bagage technique. T'as pas ce sentiment de waouh, va falloir que je me forme un petit peu? Alors, tu le sens tout de suite, d'ailleurs, au début, tu es plutôt un second couteau qu'un maître de stage, tu vois. Donc tu continues d'apprendre. Mais assez rapidement, je suis confronté à des questions auxquelles je ne peux pas répondre parce que finalement, l'école de pilotage basée à l'OEAC recevait tous les espoirs de l'année du magazine Échappement. Et donc, il y avait des gens qui découvraient, qui n'avaient pas de niveau, mais il y a aussi des gens qui avaient déjà du bagage. Et eux venaient chercher encore un peu plus d'infos. Et c'est sûr que quand toi, t'es bleu-bite, bon bah, tu vas pas leur expliquer un pneu slick, un machin, un bazar, tu sais pas, toi. Et donc, j'ai dû attaquer en 92. Et très rapidement, en 93, je me dis, bon, allez, là, il faut s'ouvrir un peu. Je prends le temps d'aller voir tout ce qui existe. De la course sur terre au fin fond de notre Bretagne, là, à un rallye de championnat du monde. Parti en pèlerinage, quoi. Yes. Alors, je fais pas tout en une fois, hein, mais je prends le temps d'aller voir à quoi ressemble. Je crois que c'était des premières ou deuxièmes dives à l'époque, les rallyes, quelles étaient les voitures. Voilà, donc je découvre encore un autre univers. Là, j'y suis. Je suis allé voir de près. Je suis allé toucher un peu les... Je me suis mis sur le bord de la route, tu vois, quand t'es ton premier Monte-Carlo en 93, t'es dans la spéciale à Saint-Bonnet-le-Froid et tu t'es caillé pendant 3 heures, hein, les pieds dans la neige, là. Mais voilà, tu vois les voitures arriver, ou une spéciale où ça part en clou sur le sec en bas, parce que là-haut, ça va passer sur du verglas, et là, tu vois les caisses glisser, bouger, et je trouve ça beau, quoi. Je trouve ça Puis tu top. parles de l'époque où il y a absolument que des légendes. Ouais, alors je sais pas en quoi. Peut-être que les légendes de nos enfants, C'est vrai. voilà. En tout cas, mais oui, il y a des Cancounen, enfin, il y a du Sainz, il y a Du Oriol. ouais, Oriol. Faudrait qu'il passe d'ailleurs sur cette émission. Mais là, ça te confirme que le rallye, c'est vraiment la discipline que tu préfères, avoir un peu du circuit, de la terre. Je sais pas si tu as vu de la Formule 1, mais Non, je suis pas allé voir Ouais. Formule 1 et à ce jour, je n'ai toujours pas vu de Formule 1. C'est vrai? Ouais. bah, faudra qu'on t'y emmène alors. Ben oui, il faut absolument que j'aille voir un Grand Prix de F1. Je dois un peu trop travailler les week-ends en fait. Alors ça, c'est possible, par contre. C'est un peu nul. Mm. Donc je n'ai pas vu de... Alors j'ai vu des F1 rouler, mais j'ai pas vu de Grand Prix de F1. Voilà. Mais donc, toi, c'est rallye. Ça confirme le fait que rallye, c'est ce que tu préfères. Il y a quelque chose qui m'attire énormément dans le rallye, ouais. Ah ouais. Il y a quelque chose qui m'attire dans le rallye. Il y a ce côté adaptation, lecture de la route. Tu vois, en circuit, les mecs, ils se mettent rarement débranlés à un moment, quand ils ont à peu près le même matos. C'est tout fin, on est dans de la subtilité. Alors, je dis pas que le rallye n'est pas subtil, mais il y a vraiment des gens qui sont très doués pour le rallye. Et c'est pas mieux ou moins bien, hein, que les pistards ne commencent pas à jeter des cailloux. Il y a juste, en tout cas dans le rallye, moi j'ai fait du rallye. Putain, t'es en 96, tu fais la finale des rallyes à Sens, là, il commence à neiger, t'es sur le routier, à un moment t'es sur le routier, hein, t'es à 2 à l'heure, hein, tu prends à droite, waouh, ta caisse elle engage. Même ton copilote qui était en train de regarder son truc, il s'arrête comme ça, il dit c'est passé quoi là? Ben, j'ai dit écoute, je crois que ça verglace par terre. Bon bah ça en F1 tu l'as pas, hein.
Est-ce qu'il n'y a pas ce côté aussi plus accessible? C'est-à-dire que tu roules sur des routes que tu peux connaître, qui sont de circulation normale, et aussi le côté, même avec du matos moins bon que le collègue, si toi, tu es dans une journée fantastique, tu peux faire quelque chose. Alors, ouais. sur circuit, tu feras jamais C'est rien. un peu plus compliqué. J'ai d'ailleurs commencé en circuit, hein, mais j'ai pris des branlées monumentales parce que justement, on y allait avec une caisse de série, nous. C'est à ce moment-là que tu fais la transition justement entre 94, je crois. donc presque l'année d'après ton Ouais. âge en fait. Ouais. Ça te donne envie de t'y mettre toi aussi. Ah ouais, il faut y aller là. Bah oui, il faut y aller. C'est-à-dire qu'à un moment, tu sais, quand tu es moniteur de pilotage, assez rapidement, tu es champion du monde de ton bac à gravier. Hein. C'est qu'on peut venir te chercher sur tes terres. C'est compliqué. C'est compliqué. Sauf une certaine personne, mais on y reviendra après. Ouais, tout à fait. Donc, non, quand tu restes sur ton petit rocher comme ça, oui, assez rapidement, tu deviens bon là où tu es. Mais c'était pas l'idée, justement. L'idée, c'était d'aller commencer à aller se confronter, quoi. Donc tu commences par quoi? Tu commences par le circuit? On se fait des rencontres Peugeot avec une petite 106 Rallye. Ok. Ouais. Et il y avait une endurance, je crois, d'organiser à l'époque au Castellet. Et puis, ouais, on prend une grosse branlée. Je sais pas, il y a 40 caisses au départ. On doit être 25 ou 26e. Parce que toute prépa et toi, zéro prépa quoi. Bah ouais, nous, on y va avec la caisse. Elle a été achetée comme ça, on y va comme ça, quoi. C'était quoi? C'est les 106 XSI? Non, c'était les 106 Rallye. 106 Rallye. Ouais, c'était les 106 Rallye et 8 soupapes. Donc, première expérience, belle expérience, ça te remet à ta place, tranquille déjà. Boum, drrr. Puis là, en fait, il y avait les centres de production, il y avait un peu tout le monde, et puis il y avait déjà des vieux loups de mer qui roulaient là-dedans, donc les caisses étaient tout sauf de série, quoi. Elles n'étaient pas surbricolées, mais il y avait des choses à faire, Ce qu'il faut. et sur leur voiture, c'était fait. La nôtre, pas du tout. Et donc c'est à ce moment-là que tu te dis, en fait, moi, mon truc, c'est plus le rallye. Je sais pas, parce que je vais d'opportunité en opportunité, si tu veux. Le rallye, c'est encore une autre organisation. Tu as des reconnaissances, tu as un copilote. C'est encore une autre contrainte. Et puis, 95. Non, le rallye, je dois commencer le rallye en 96. Bah, c'est aussi la rencontre avec ton copilote. Exactement. C'est d'ailleurs avec Philippe que je fais les rencontres Peugeot à l'époque. Ouais. Que je rencontrais de temps en temps et assez régulièrement, puisqu'il était photographe au magazine Échappement. Échappement, pour les plus jeunes, je dis ça aussi, c'était le magazine de Michel Hommel. L'un des magazines de Michel Hommel. Exactement, on parle vraiment d'un ponte de l'automobile. Ouais, exactement. Ouais. Originaire de l'Oyac, c'est lui aussi qui a monté le manoir automobile. Alors, il est nancéen, il est de Nancy, Michel Hommel, mais c'est vrai qu'il y a de nombreuses années, il a posé ses valises à l'Oyac en achetant un petit manoir dans l'Oyac, et puis après, il a amené tout ce qu'on connaît à l'Oyac. Tu vois, je savais même pas qu'il était de Nancy, parce que pour moi, il fait tellement partie de l'Oyac. Ouais, ben non. J'ai l'impression qu'il est né avec l'Oyac. Non. Il est de Nancy, Okay. Michel. Okay. Ouais. Grand monsieur de l'automobile. Tout à fait. Et donc, tu commences avec Philippe à faire et la Coupe 106, puis le rallye. Voilà, et alors, le temps passe un petit peu, on doit faire des rencontres Peugeot pendant un an ou deux, je crois. Donc 95-96. 94-95, un truc comme ça. Ok, donc tu as 23-24. Ouais. Et la berlinette Hommel Échappement, on parlait de Michel Hommel, la berlinette Hommel Échappement, qui doit paraître en 92 au Mondial de l'Auto, et qui commence à être vendue quasiment sur plan parce que les caisses ne sont pas encore construites, arrive déjà, et Michel Hommel avait le souhait de faire rouler ces voitures-là. Et en fait, il voulait recréer l'esprit GT de l'époque, où tu venais avec ta voiture, et tu allais faire une course de côte, tu allais faire un rallye. Et tu repartais par la route. Et tu repartais par la route avec ta voiture, avec tes pneus de série. Et donc, c'est à cette époque-là aussi que ces voitures, ces berlinettes Hommel Échappement, arrivent dans l'activité, à l'Oyac, chez nous, là où je suis salarié, à l'école Peugeot. Et on commence à proposer des stages sur ces voitures. Et puis, mon patron de l'époque, qui doit déjà rouler en 95 sur le premier championnat Hommel, me dit, écoute, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de voitures, et donc il fallait qu'il y ait un minimum de voitures au départ pour marquer le bon nombre de points, le maximum de points. Il me dit, écoute, on va assurer le coup, on va prendre une voiture de l'école, et puis tu viendras, tu vas t'inscrire au rallye, tu vas venir avec nous, tu vas t'inscrire au rallye, et
Et comme ça, on aura plus de chances d'être le bon nombre de voitures. Bon, bah écoute, là, Comme un gosse. comme un gosse, putain, je vais aller faire du rallye avec une Hommel. Surtout qu'il faut quand même aussi dire qu'à l'époque, la Hommel, il y avait un vrai engouement autour de cette voiture. On parle quand même de quelqu'un qui est tellement passionné qu'il a créé sa marque. Ouais. Enfin, c'est de la folie. Hein, Oui, je pense. le mec est barjot. Ouais. Il a construit sa voiture, il est devenu constructeur français. Donc, par toutes les homologations, enfin voilà, tout cet aspect bien lourd, je pense, même à Ça doit être l'époque. bien drôle, ouais. Ouais. Et donc, 96, voilà, 96, je me dis, tiens, je vais peut-être faire mon premier rallye avec une Hommel. Et puis, le rallye, voilà, le planning arrive, on sait que c'est tel rallye. Je commence à aller, je vais reconnaître ce rallye. Je reconnais le rallye, et puis quelques jours avant le rallye, finalement, on me dit que la voiture n'est pas dispo et que je ne vais pas pouvoir faire le rallye. Donc on t'enlève le bonbon de la bouche, quoi. Voilà, c'est ça, tu vois le truc partir comme ça. Entre-temps, j'avais rencontré ma dulcinée. À l'Oyac, de toute façon, je passais ma vie sur le circuit, donc tous les gens que j'ai connus à l'époque, c'est parce qu'ils sont venus sur le circuit. Hein. Laisse-moi deviner, elle était cliente. C'est ça, elle est venue se faire un petit stage de pilotage. C'est en 95, donc c'est l'année d'avant. Hein. Donc Anita. Anita, absolument, là, c'est l'année d'avant. Et donc je passais beaucoup de temps, bien sûr, dans ma future belle famille. Et son papa avait acheté une berlinette Hommel échappement, le châssis numéro 3. Il avait cassé son cochon pour acheter cette voiture, parce qu'il a toujours aimé les voitures un peu atypiques. Et ni une ni deux, parce alors lui faisait de la compétition. Lui faisait de la course de côte, il m'avait pas attendu. Et d'ailleurs, en 95, il faisait aussi partie des participants du championnat Hommel. T'es bien tombé quand même. Hein ? T'es bien tombé. La vérité, j'ai pas choisi. Et Jean, c'est le papa d'Anita, Jean me dit ah non, mais il est hors de question que tu fasses pas ce rallye, tu vas prendre ma voiture. Donc il te confie la voiture pour laquelle il a mis toutes ses économies. Absolument. Il se dit c'est une bonne idée. En fait, il est focus sur bon voilà, pour lui, je savais vraiment tourner le volant, tu vois. Il t'avait vu à l'œuvre. Oui, pour lui, il fallait qu'on fasse quelque chose, fallait qu'on essaie, tu vois. Et donc il me prête sa voiture. Et nous sommes finalement présents sur ce rallye, et on gagne on finit premier des Hommel, si tu veux. C'est quoi, c'est GT ou quelque chose comme ça? Ouais, c'est ça. Bon, il n'y avait pas grand voiture non plus, mais c'était des gentleman driver quand même. T'es devant ton patron du coup. Je suis devant mon patron, ce qui a commencé certainement à tendre nos relations. J'imagine. Ouais, tout à fait. Et nous sommes on est en 96. Et donc tu te dis waouh. Ah ouais, bah en fait, ça fonctionne, quoi. J'ai pas pété la caisse, les notes, on s'en est sorti à peu près. Et dans ce challenge, il y avait et du rallye et de la côte. Et donc, je crois qu'on prend date pour un rallye d'après. Mais là, quand je te dis, il me dit, tu prends ma voiture pour rouler, mais il se démerde aussi pour trouver le véhicule d'assistance, les 2 potes pour faire l'assistance. Voilà, quoi. C'est avec rien du tout, vous faites beaucoup, quoi. All inclusive, j'ai le bracelet, tu sais. Et donc, bon, on se refait un rallye, je regagne. On se fait une course de côte, je gagne. Je sais pas expliquer la différence pour les plus jeunes aussi. Course de côte, t'es tout seul. Course de côte, t'es tout seul. T'as pas de copilote. T'as une montée, voilà. Et t'as des monoplaces aussi, d'ailleurs, en course de côte. T'as des voitures qui vont vraiment... Ah oui. Ils sont complètement fous parce qu'ils sont... À l'époque, t'avais pas le halo. Hein. Quand tu sortais, tu sortais. Ouais, on a malheureusement 2-3 copains qui se sont fait mal, même plus. Ouais. C'était la course de côte. La course de côte, ça existe encore. Hein. Et c'est toujours incroyable. Et avec des protos et monoplaces, donc truc de barjo. Quand tu commences à prendre 2,70 sur des routes de montagne. Entre 2 arbres. Ouais, c'est ça. Ça me donne des frissons quand même. Ouais, voilà. Et donc là, on se dit, tu sais quoi, il y a quand même une Hommel à gagner. Quand tu gagnes le challenge, il y a une berlinette Hommel échappement à gagner. Donc on se dit, bon bah là, ça va devenir notre objectif, hein, puisque ça a l'air de bien se passer quand même.
Et donc là, top expérience, quoi. Tu vas te faire des rallyes de l'Ardèche, rallye des Cévennes. Je dois pas faire le Mont Blanc en Haumel, je crois pas. Tu sors un peu de la Bretagne, quoi. Tu sors de la Bretagne, exactement. Et puis, on est quand même un petit peu à moitié en tête de ce championnat. Donc la route est plutôt tracée là. Et puis je me chope l'appendicite au moment où il faut pas, tu sais. Genre j'ai fait les reconnaissances d'un rallye, mais je peux pas y aller. Et donc j'ai 2 voire 3 rallyes ou courses de côte qui sautent. Donc là d'un seul coup je prends une claque au championnat. Et je crois que j'ai encore une chance de gagner en faisant le rallye du Var. Et donc on se présente au rallye du Var, on fait les reconnaissances du Var. Et alors les planètes ne s'alignent pas du tout puisque le rallye est annulé à cause de la grève des routiers à l'époque. Il n'y a plus de carburant. On avait des restrictions de carburant. Tu sais. Tu faisais tes reconnaissances et tu allais chercher tes 50 balles. Qui est moins pratique pour faire du rallye, effectivement. Oui, ça marche pas. Et donc le rallye est annulé. Et là tu te dis, bon bah là, c'est le karma, quoi. Il y a un truc. Parce qu'à ce moment-là, tu t'étais dit, ok, peut-être que je peux faire une carrière. Tu commences Non. Non, Non, je suis toujours mono. Je suis toujours mono toute la semaine à l'OEAC. Et puis le week-end, voilà, je vais me faire mon rallye, quoi. Enfin, de temps en temps, on va se faire nos rallyes. On va se faire nos rallyes. Donc là, c'est retour en tant que mono, fin de l'histoire. Bah ouais. Mais bon, ça peut pas s'arrêter là, évidemment. Bah tu t'arrêtes pas là parce que t'as mis le doigt dedans et puis bah, c'est un enfer, quoi. Et donc là, ça restait un championnat de gentleman driver. Donc il n'y avait pas un niveau de bête non plus, tu vois. Alors ce qui me vaut quand même une nomination aux espoirs de l'année à l'époque, en 96. Donc les espoirs échappement. Ouais. Bon, j'ai pas été élu espoir, mais... Mais tu te rends compte que c'est une belle histoire parce que tu recevais les espoirs échappement en tant que moniteur quand tu débutais. Ouais. Et là, c'est toi qui espoir. C'est quand même une belle première histoire. Non, c'est chouette. Voilà, et donc après, tu te dis, bon, allez, là, il faut, si toutefois on continue, si on trouve un peu de rond pour continuer, il faut absolument partir sur une formule monotype, mais avec des mecs qui ont les dents longues, quoi. Et il n'y avait pas mieux à l'époque que les formules de promotion. Là, en l'occurrence, c'était la Coupe 106, tu vois. Rallye Jeune, c'est avant ou c'est après ça? Ah, Rallye Jeune, ça doit être 95 aussi pour moi. Donc c'est même période en fait. 95, 96, ouais. Parce que première édition de Rallye Jeune, c'est à l'OEAC. Alors je sais plus si c'est... Oui, c'est en 94 ou 94. Ouais, donc c'est ça. Ouais. C'est cette période-là. Ouais. Bon, t'es à la maison. Bah, je suis à la maison. Bon, alors ça, à la limite, je suis à la maison, mais dans une 106 kit. Donc, de toute façon, le 106 kit de chaussée en 135. Mais oui, ça se passe très bien. Je fais les meilleurs temps, tac, 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 tout nickel. Et puis juste au dernier freinage, boum, je touche le plot. Donc, je suis 3e, je crois. 2e ou 3e. C'est cette première édition où tu rencontres pour la première fois un petit du rallye qui s'appelle Sébastien Loeb. Non. C'est sur la 2e. Oui. Donc tu fais cette première, en gros tu survoles, sauf que tu as cette petite erreur et bon, voilà. Ciao bye. Yes. Je représente l'année d'après. Ouais. Là, c'est pas l'OEAC. Alors, en fait, en 95, je pense que tu as 2 sélections. Tu as une sélection régionale. Ils gardent les meilleurs et ils vont se faire une sélection nationale. Et donc là, je gagne la sélection régionale. Et je vais, je crois que c'était au circuit du Luc, je crois. Et je vais faire la sélection nationale. Alors, je crois que le matin, je fais tous les meilleurs. Enfin, je fais le meilleur temps, il me semble. Sachant qu'il y avait licencié et non licencié. Il y avait licencié et non licencié féminine. Ok. Tu avais trois catégories. Et puis l'après-midi, moi, j'assure un petit peu plus. Et voilà, je fais un deuxième, troisième temps. Enfin, je suis dans... Voilà, on est dans le trio final, quoi. Je suis dans le trio final. Je crois que c'est cette année-là, d'ailleurs, où Sébastien Loeb fait le meilleur temps dans l'autre catégorie. Je ne sais plus si c'était licencié ou non licencié. Exactement. Et qu'il n'a pas été choisi parce qu'il y a eu un truc un peu... Ouais. Sombre. Et donc, en effet, cette année-là, Sébastien Loeb fait le meilleur temps dans les non-licenciés, je crois. Parce que je crois que moi, je roulais en licencié parce que j'avais dû faire un peu de rallye. Donc, lui roulait dans les non-licenciés. Il fait le meilleur temps et n'est pas choisi. Et pour ma part, c'est pareil. Je fais le meilleur temps des licenciés et je ne suis pas choisi non plus.
Ils ont dû estimer qu'un petit breton, ça pouvait pas rouler vite. Peut-être qu'aussi, ils n'avaient pas envie que tu partes. Ça, c'était plutôt en 94. C'était en 94. Ouais, comme tu passais devant un jury et que dans le jury, j'avais mon boss et voilà, bon, ils se sont dit que j'étais mieux, je pense, Ouais, t'es pratique, quoi. à bosser sur la piste qu'à aller faire des rallyes. Donc là, c'est ton premier contact avec Sébastien Loeb. Mais j'imagine que... Oh ben, on se connaît pas. Ouais, hein, vous connaissez pas, c'est ça. Parce qu'en fait, dans la chronologie, on s'est croisés un tout petit peu de temps en temps avec Seb, mais là où j'ai vraiment passé du temps avec lui, mais nous ne savions pas que c'était le Sébastien Loeb qu'il allait devenir, c'est quand il est venu faire un stage. Et c'est combien de temps après ça? Mais je sais pas te dire en fait. Ouais. Je ne sais pas. Peut-être 1 ou 2 ans max. Faudrait que je redemande à Dominique. Dominique Heinz, Ouais. qui passe sur podcast, oui. Il faudrait que je lui demande effectivement. Voilà. Je crois, de mémoire, il m'avait dit un truc du genre 96, tu vois. Bah peut-être, ouais. Ce qui collerait, donc ça ferait 1 an après. Mais ce qui est surprenant, c'est que je ne me souvienne pas à l'époque de ce Loeb qui avait été déjà puni aussi C'est vrai, au rallye jeune. c'est vrai. Donc j'arrive pas, je sais pas. Oui, mais t'étais toi-même dans ta punition. Donc Mais moi j'étais dans ma punition et j'avais pas dû calculer ce qu'il y avait autour. il y a sûrement de ça. C'est dans ton truc. Certainement, Et certainement. donc, c'est quoi cette histoire? Parce que donc là, on rebascule dans ton rôle de moniteur que tu Ah as bah ouais, toujours. ouais, ouais. Et là, tu as donc ce fameux Sébastien Loeb qui se présente à toi. Tu le reconnais pas du tout. Bah non, je le reconnais pas, je le connais pas. Enfin voilà, voilà, ouais, normal quoi. Donc tu t'apprêtes à faire une session de... Bah, je fais mon stage normal, voilà. On avait des briefings, on entrecoupait les briefings et la théorie et la pratique, tu vois. Bon bah assez rapidement, tu vois que ce gars-là, il est plus qu'à l'aise, quoi. Et le deuxième jour, c'est surtout le deuxième jour qui est le plus marquant en fait, parce que le premier jour était un peu, tu vois, tu freinais, tu t'évitais, enfin, tu pouvais pas voir le feeling comme ça, tu vois. Mais le deuxième jour, bon déjà je le soupçonne d'avoir volontairement pas mis son réveil le matin parce que le briefing ça le saoulait, donc il est arrivé plus tôt vers 11h, tu vois. Donc comme on commençait à 9h, qu'il y avait un petit brief et qu'on allait sur la piste asphalte à l'époque faire un peu de trajectoire, je pense que quand lui revient, il a totalement zappé la piste asphalte, donc on est déjà revenu sur la piste de rallycross, et puis on commençait à faire glisser la voiture. Bon là tu vois tout de suite que le mec est, voilà, tu vois que le mec est doué, enfin... Je tiens à préciser, hein, je n'ai rien appris à Sébastien Loeb, que les choses soient très très claires. Hein. Non, tu vois le mec faire et tu dis, voilà, gros feeling, quoi. Gros feeling. Et j'avais pas encore les yeux que j'ai aujourd'hui. Tu vois, j'ai 4-5 ans d'expérience de mono, j'en ai vu 3-4 des mecs rouler, et j'en ai vu 3-4 déjà des espoirs de l'année, qui avaient un côté chien fou, mais ça pouvait ne pas passer. Alors qu'en fait, avec lui, c'était sécu. C'était vite et sécu. Et en fait, c'est tellement sécurisant ce qu'il fait. On se connaît pas. Hein. On se connaît pas. Moi, on est en 96, j'ai 25 ans. Il doit en avoir 3 de moins. Toi, c'est 2 gamins quand même. Hein. Et il me dit, fin de deuxième jour, écoute, je suis arrivé trop tard, j'ai pas pu voir la piste asphalte. Est-ce qu'on peut aller voir la piste asphalte? Je dis, ouais, sans problème, bien sûr. Je prends une 106 qui était là, qu'on utilisait, avec 2 pneus réchappés, un à 2 barres, l'autre à 3 barres, enfin, tu vois. On va sur la piste asphalte. Et puis là, je sais pas, j'ai confiance en ce gars-là. Je me vois lui laisser les clés. Peut-être je fais un tour avec lui, je sais plus, pour lui montrer un peu le tracé. Et après, je lui laisse les clés. Et je lui dis, vas-y, roule. Il roule. Assez rapidement, il enclenche tellement que je lui dis attends, on va prendre des chronos. On prend des chronos. J'ai pas de repère. Et puis de toute façon, nos bagnoles étaient tellement pas ISO que le chrono d'un jour n'est pas celui du lendemain. Et je dis ok, machin. Donc on inverse les rôles. Je prends le volant, il fait les chronos. Bon, on est en prise manuelle, on doit déjà être à moitié dans les mêmes temps. Donc là, tu te dis tiens, c'est marrant parce que moi, quand même, la bagnole, je sais qu'elle est merdeuse. Et puis le tracé, je le connais un peu quand même. Et puis il me dit, ah ouais, là-bas, j'ai vu un peu comment tu faisais. Donc il fait comme ça, et puis d'un seul coup, il me met 5 ou 6 dixièmes, et puis la messe est dite, quoi. Moi, je sais que de toute façon, je suis au taquet, je peux pas aller plus vite. Et puis il faut dire que t'es dans ton jardin. Ouais, je suis dans mon jardin, moi. Comme tu disais, normalement, t'es le roi de la basse-cour. Mais et bien y a sûr. personne qui vient de taper. Mais quoi. bien sûr. Et
Bon, j'ai pas de problème d'ego d'ailleurs à ce moment-là. Je dis bah oui, bah, c'est top quoi. Voilà. Et à la fin du stage, je me souviens juste dire une chose. J'ai dit écoute, t'es super doué, voilà, c'est de continuer le rallye quoi. Bah, je crois qu'il t'a écouté. Ah non, mais il a fait ce qu'il avait à faire surtout. Voilà, c'est vrai que c'est une anecdote, c'est rigolo et Dominique très gentiment avait refait un petit clin d'œil et à mon tour je le remercie. Mais oui, quand tu vois, parce qu'à l'époque il était arrivé, je crois qu'une 205 pourrie de reconnaissance, baquette déchirée, capot jaune, aile blanche, toi. Donc voilà. Tu peux quand même dire, même si tu dis ne rien lui avoir appris, que tu es la seule personne qui lui a donné un cours de pilotage. Bah oui, d'accord, mais bon, c'est voilà. Bah, moi, je le confirme à ta place. Oui, mais voilà, c'est comme ça, c'est tout. Mais c'est une très belle histoire. Et toi, par rapport au rallye, on t'avait laissé un petit peu sur cette envie de continuer. Comment ça se passe après ce deuxième rallye jeune? Deuxième rallye jeune, bah, te conforte déjà dans le fait que t'es quand même pas trop banque. Donc il va falloir, faut essayer de faire un truc quoi. Et donc on est en 95, 96, je roule en Hommel. Et 97, bah oui, bon, beau papa, qui ne lâche pas l'histoire comme ça, me dit écoute, dans nos clients, on a un gars là qui loue des voitures, enfin qui a une voiture de course. Le petit père Mermot, qui avait déjà 81 ans à l'époque. Hein. Et qui avait et donc son gendre, je crois, c'était Jean-Paul Bouquet, qui était un mec qui roulait très vite en rallye. Et donc, beau papa me dit écoute, il y a le premier rallye de l'Oéac. Donc, on n'est plus en rallye cross, on est bien en rallye sur route. Il y a le premier rallye de l'Oéac. Il faut qu'on le fasse, quoi. Et donc, il se démerde et il me trouve une 205 groupe F. Équivalent d'une kit car, si tu veux. Le truc aussi long que large. Énorme. Et voilà, on reconnaît le rallye avec Anita. Donc là, c'est ta femme qui copilote. Ouais, exactement. Ah, pas peur. Même pas peur. Non, même pas peur. Et voilà, donc j'essaie 2 jours avant le rallye, j'essaie la voiture sur nos petites routes par derrière, ici d'ailleurs. Et là, je ne sais pas quelle puissance j'ai sous le pied, je ne sais pas, j'en sais rien. Parce qu'en fait, j'ai un voyant. Et il me dit, quand ça s'allume, tu changes. C'est tout. Quand ça s'allume, tu changes. Ok, c'est une boîte méca, hein, c'est pas une boîte séquentielle. On fait le rallye de l'Oéac et on gagne le rallye de l'Oéac. Mon premier scratch avec une 205 groupe F. Monstrueuse. Voilà. Top. Et là, tu te dis toujours pas, j'ai quelque chose à y faire. Je peux professionnaliser la démarche. Non, je dois être trop rationnel. Je veux pas. Ah oui, t'es rationnel quand même. Ouais, je suis super rationnel. Ouais. Puis c'est des ronds, quoi. C'est des ronds et je suis pas rêveur. Et je suis pas issu d'une famille de rêveurs, donc en fait, voilà. On refait un autre rallye. Pareil, en tête. Puis là, je sais plus ce que je pète. Je pète un truc derrière, là, et je m'envoie un énorme tête à queue à 140 et je ne touche rien. Tu vois, en fait, tu pars en tête à queue et au fur et à mesure que tu pars en tête à queue, le virage, le gauche dans lequel tu devais rentrer, bah, il referme aussi. Donc, et je finis juste le nez dans le talus, mais je casse rien, quoi, quasiment rien. Quoi. Coup de bol. Et troisième et dernier rallye, Côte d'Armor, je crois. Là, pareil. Bon, chaque fois qu'on restait sur la route avec cette caisse, en général, c'était devant. Fin de la première journée, fin de la première soirée, on est en tête. Sauf que quand je gare la caisse dans le parc fermé, il y a une fuite de liquide de refroidissement. Bon, on panique pas trop, on se dit que on va s'organiser, on va trouver tout ce qu'il faut pour le lendemain matin, et le lendemain matin, on ira colmater tout ça. Il y avait encore des assistances sauvages à l'époque. Enfin, je m'entends sauvage, c'était pas des parcs d'assistance. Et donc, on sort la bagnole le lendemain matin,
On essaie de bricoler, ça marche pas. L'heure tourne, l'heure de pointage arrive. On se rapproche pour vraiment être très près du point de départ et gérer le temps. On bricole. L'heure de pointage arrive. Je suis toujours pas sur la ligne de départ. Et je sais plus combien tu prends. Tu dois prendre 10 secondes par minute de retard en pénalité. Et là, je m'autorise 3 minutes. Ayant fait mes calculs, je m'autorise 3 minutes de pénalité, donc 30 secondes. Et j'arrive sur la ligne de départ chaud bouillant. Certainement plus chaud que ma voiture. Et notamment que mes pneus arrière. Et on part. Et à un moment, sur une sorte de gros frein avec une sorte de compression détente, la caisse se met à l'équerre. J'y vois que du jour, je contrebraque ce que je peux. Et puis en fait, on va taper, je sais pas, on était en 6, donc on va taper un talus trop vite. Ça tape, ça monte, ça retombe. Fin de chantier. Et puis là, on se fait un peu mal quand même. On s'est fait un peu mal avec Anita. Donc, Des gros bobos? ouais, des gros bobos. Tu Ouais. vois, vertèbres fêlées, arrachement cervical. Ouais, des trucs pas drôles quand même. Ouais, ou tu prends une branlée, quoi. Tu prends une branlée. Donc là, ça nous met sur off un petit peu quand même, pendant un petit moment. Même moniteur, tu peux plus trop. Moniteur, je peux plus trop, donc voilà, bon, alors c'est quelques semaines, hein. Anita un peu plus long avec son corset. Mais bon, voilà, 98, donc ça c'est 97, 98 soft, je continue de bosser. Et 99, on se dit quand même qu'il faudrait faire une formule de promotion, et c'est là qu'on essaie de trouver des ronds pour faire le volant 106. Et on trouve 3-4 ronds, et j'appelle à l'époque, et là aussi je le remercie vraiment, j'appelle Gérard Zipper, qui était restaurateur alsacien, qui avait d'ailleurs donné un coup de main aussi à Sébastien Loeb à l'époque, en lui prêtant sa voiture, je crois, que j'avais connu sur le Challenge Hommel, puisque lui roulait en Hommel aussi, Gérard Zipper. Je savais qu'il avait une voiture, et j'appelle Gérard en lui disant « Écoute, tu avais une voiture à l'époque, une 106 du volant, est-ce que j'ai envie de faire le volant, est-ce que tu pourrais me louer ta voiture ?» Et Gérard me dit « Ah non, mais si c'est pour toi, je te la prête. » Génial. Là, d'un seul coup, tu viens de t'enlever une épine du pied redoutable, tu vois. Il me prête la voiture, et l'aventure commence pour le volant 106. Avec toujours beau papa à l'assistance. Et là, ça se passe bien, je crois, parce que il faut aussi dire qu'à l'époque, t'as Manu Guigou qui est en. Ouais, C'est un Manu, peu son fief à ce moment-là. Hein. Manu, il vient d'arriver aussi. Mm. Moi, j'avais pas roulé en Corse, mais Manu avait gagné en Corse déjà. Et puis après, c'est les montagnes noires, je crois. Je fais les montagnes noires, et je dois faire 2 derrière Manu. Bon, tout le monde était intimement persuadé que j'allais prendre une énorme branlée, parce que entre aller vite dans un challenge Hommel et aller vite sur une formule de promotion, c'est pas la même. Et donc oui, ça se passe plutôt bien. Et cette année-là, voilà, on fait des top rallyes, on fait des chouettes rallyes, notamment le Mont Blanc. Je fais enfin le Var aussi, que j'avais pas fait en Crève de gosse. 96. Ouais, tu as des images, quoi. Le Babaou, l'épingle en haut. Enfin voilà, là tu vois du pays, quoi. Les reconnaissances, rallye du Mont Blanc, les reconnaissances, c'est des morceaux quand même, tu vois. Donc ça se passe bien. Manu gagne cette année-là en 99, je crois. Manu gagne le volant 106, moi je fais 2. Je refais le volant 106 en 2000, l'année d'après, et là je le gagne. C'est d'ailleurs l'année où je dois quitter l'école de pilotage. Tu veux dire que les tensions de la première raclée que tu avais mis en berlinette Hommel ont fini par avoir raison de. Oui, pas que. Et puis tu vois, il y a un moment quand t'es pas bien là où tu es, c'est pas que de la faute des autres. Faut aussi que toi tu bouges, tu vois. Tu passes à autre chose, quoi. Il fallait que je passe à autre chose. Et c'est ce qui s'est passé. Et en effet, je passe à autre chose. Alors en parallèle, depuis déjà quelques années, je bossais de temps en temps pour un pote qui avait
une agence de pilotes, parce que c'était assez nouveau, pour les constructeurs. Donc on allait encadrer des essais pour Audi, Porsche, Volkswagen. On allait encadrer des essais routiers. Donc ça m'a permis de vivre 2000, 2001, tu vois, professionnellement en parallèle. Que souvent, quand les gens racontent leur vie comme ça, il y a un moment, tu dis oui, d'accord, mais alors ils faisaient des rallyes, mais sinon ils faisaient quoi? Parce que faire des rallyes, c'est pas un métier, quoi. Mais surtout que toi, en plus, Si t'es professionnel, oui, mais nous, on n'est pas des pros, quoi. tu l'as jamais vu comme un métier. Et je crois que tu vas me raconter que, je crois que c'est la même période, quand tu as fait les manches, tu as loué une voiture pour faire des manches terre. Oui, en 2001. C'est ça, c'est la même période? En 2000, en fait, en 2000, on gagne le volant, donc Ouais. le vainqueur se voit offrir une voiture et le kit de la 106 S16 Que tu gardes pas. que je garde pas, je vends tout, je les ai jamais vus, je les ai jamais eu entre mes mains, j'ai jamais vu la S16, donc je revends la 106 S16 et je revends le kit. Et avec ce petit pécule là, on se dit bah tiens, en plus je bossais sur une école sur terre, quoi. Donc on se dit il faut goûter au pilotage sur terre parce que le volant 106 S16 te faisait rouler et sur l'asphalte et sur la terre. Donc c'était trop de tout faire. Et on se dit tiens, bah, on va louer une voiture. Voilà, je loue une voiture chez Jean Brasseur, à qui je fais une bise d'ailleurs, pour les manches terre. Je crois que c'est à ma première manche sur terre que je prends la plus grosse branlée de ma vie. Parce que c'est vraiment un truc pas normal, le rallye sur terre. Surtout que moi, je l'ai fait comme un débutant, quoi. Donc, tu fais un passage de reconnaissance avec ta voiture de course. Et après, tu y vas, direct. Donc, ma prise de notes n'était pas au top. Et puis, je dois prendre 4 secondes au kilomètre. Alors, les gens qui font du rallye vont vite comprendre que 4 secondes au kilomètre, il y en a un qui marche et l'autre qui court, quoi, tu vois. Bon, alors à la fin du rallye, j'ai dû revenir à une demi au kill, quoi, 5 dixièmes au kilomètre, mais c'était encore une punition, surtout dans des volants, où ça se déchire à coup de dixième au bout de 10 bornes, tu vois. Donc quand t'en prends 5 dixièmes par kilomètre, t'as encore pris des tannées, quoi. Et là, tu te dis quoi? Tu te dis, j'y suis allé trop confiant, j'ai pris ça à la légère? Non, c'est là que tu te dis, je suis doué, mais pas très doué. C'est tout. Et à un moment, faut... Voilà. C'est comme ça que tu vois les choses. Tu vois un lobe comme un surdoué et toi comme quelqu'un qui a des grosses appétences, mais qui est sur un niveau... Ouais, c'est ça. Moi, j'aurais peut-être pu rouler vite en championnat de France, tu vois. Mais voilà, je suis pas un avion, quoi. Je suis à l'aise partout. Mais je fais pas partie de cette catégorie de gens qui sont extrêmement doués. Et je peux te le dire parce que j'en ai côtoyé quelques-uns qui sont extrêmement doués. Donc, on fait les 4 manches sur terre, je crois. Il y avait 4 manches sur terre. On finit par aller jouer dans le top 5, ce qui était une quasi-victoire pour moi, tu vois, sur terre. On est en 2001. Et puis là, je suis un peu à la croisée des chemins. T'as été papa entre-temps? Tom est arrivé. D'ailleurs, Anita ne peut pas me copiloter. À un moment, ça n'est pas possible. Et je sais plus où on en est, mais 2001, voilà, année charnière. C'est en 2001 que je crée Pégase. Mais à ce moment-là, Pégase, c'est plus, comme tu l'expliquais, t'es entre guillemets freelance. Ouais, c'est ça. C'est pour assurer tes prestations Ouais. pour tes copains qui ont des agences de... Donc pour aller faire des essais, je rencontre Gilles Stevenard aussi à Abbeville. Et pendant 2 années, d'ailleurs, je vais m'occuper un peu du circuit et d'essayer de développer une activité de pilotage à Abbeville, nord de la France. Donc tu vois, quand tu es à Rennes, c'est parfait. 500 bornes. Oui, Mais c'est cool. Et tu faisais ça toutes les semaines? je faisais ça toutes les semaines. Il m'est arrivé même de partir le matin, de revenir le soir. C'est super. Il y avait moins de contrôle sur la route. Ah, j'imagine. Ça m'a fallu un joint de culasse sur une Audi, mais... C'était joint de culasse, on l'a dit? Ah ouais, bah oui, 2,40 c'est trop, quoi. T'as dit non merci. Donc, bah oui, non. Donc en fait, voilà, Presta, quoi, avec différentes petites missions à droite à gauche. Donc 2 années où tu dormais beaucoup, j'imagine. Ouais, là j'ai fait des bornes, hein, ouais, j'ai fait des bornes. J'ai tellement fait de bornes qu'à un moment j'en ai eu ras-le-bol, en fait, de faire des bornes. C'était trop. Surtout qu'accessoirement,
Il y avait une famille à la maison quand même. Et puis Pégase, les premiers stages Pégase, ouais, ça doit être en 2003. Donc là, on parle de stage sur de la glace. Ouais, l'activité a commencé comme ça. C'est toi qui as eu l'idée, enfin, ou c'est avec des copains que vous avez un peu... J'avais... l'idée, elle est arrivée de manière complètement détournée. C'est que à l'époque, j'ai un ami client alsacien, une fois de plus, qui me dit, j'ai un pote là, il veut monter une école de pilotage au Canada. Ah bon? Et ce serait peut-être bien que vous échangiez parce que lui, bah, il sait pas trop, c'est pas trop son domaine. Et puis bon, toi, ça a commencé à faire pas 10 ans, mais presque que j'y étais. Donc je vais là-bas, on se rencontre, ça match. Et le mec me dit, moi je pars en repérage au Canada, j'essaie de trouver un endroit. Et quand je suis calé, je te dis. Et quelques temps après, il me rappelle, il me dit, j'ai trouvé un endroit, une ancienne sablière en fin d'exploitation, 2 fois 300 hectares. Truc énorme. Ou 2 fois 600 hectares, je sais plus. C'est immense en fait. Et je file là-bas pour dessiner les circuits, mettre une sorte de programme pédagogique. Je passe 2 semaines, 1 semaine ou 2 semaines là-bas. Je suis avec un quad dans une énorme sablière en train de poser des trucs pour faire un tracé, un truc de dingue. À côté, il y a un étang avec un vieux zinc posé sur l'eau. On va voir le mec, il décolle. Tu fais le tour pour voir si tu as bien exploité l'espace. Enfin voilà. À ce moment-là, tu envisages même d'aller vivre là-bas? Je crois qu'on l'a envisagé avec Anita. Ouais. Je crois qu'on l'a envisagé. En tout cas, l'idée c'était. Alors je sais pas si on l'a envisagé. En tout cas, l'idée c'était d'être le responsable commercial de cette activité, eux étant basés là-bas. Et nous, ici, bah, c'était d'être l'agence France des stages là-bas. Et de commercialiser vraiment les stages. Et bien sûr, d'aller les encadrer aussi. Ça se passe top. On fait même une présentation presse là-bas. Alors si, il y a un truc que je découvre quand même, c'est que le Canadien, lui, glissait sur un lac gelé, mais alors ça le chauffe pas du tout, quoi. Ah ouais? Ah ouais. Non, mais ah ouais, de la motoneige, ouais. Mais qui s'éclate en motoneige ou en bécane de cross, mais alors bagnole finalement avec leur gros V8 là. Non. Donc plutôt clientèle internationale. Ouais. Ok. Mais bon, moi l'idée c'était surtout de drainer les gens vraiment de chez nous, quoi. Je suis là-bas, on fait la présentation presse, il fait -25, le temps est plombé, les conditions sont top. Ils annoncent un petit redout, et puis là, tu parles d'un redout, de -25, en 48 heures, on passe à +18. On est en t-shirt dehors. Conditions merdiques, t'imagines les quelques clients français qui étaient venus, parce que le Canada, c'est décalage horaire, hein, non. Donc, qui étaient venus, machin, et là, t'es en train de les faire rouler sur un bout de parking avec de la neige horrible. Fiasco total, quoi. Ouais. Ça te déchauffe un peu à ce moment-là? Grave. Gravement. Là, je me dis, non, mais en fait, même là-bas, on n'est pas sûr de la météo, quoi. Donc, si je dois faire un truc, bah, on va plutôt essayer de le faire en France. Infrastructure plus légère. Comme il y a du redout là-bas, bon, ici, le redout, c'était déjà un problème. Alors aujourd'hui, j'en parle même pas. Mais donc, stage sur glace. Et à l'époque, en effet, j'embarque avec moi un pote et on se fait tous les deux les stages sur glace en 2003 à Flaine avec nos 2 325i et nos 2 Subaru GT. Tu avais déjà ce côté BM, Ouais. le côté glisse, mais à ce moment-là, tu pratiquais vraiment que la glisse sur glace ou tu avais déjà commencé enfin, toi, à titre perso, j'imagine que tu faisais Non, ça à Abbeville, j'avais le choix de ce que je pouvais proposer. Donc, j'avais commencé à mettre en place de l'initiation de glisse, traction et propulsion. Toujours voulu toucher à tout. Parce que pour moi, un pilote, il s'adapte. Il prend une traction, une propulsion, une 4 roues motrices. Voilà. Et c'est ce que je dis encore aujourd'hui à tous ceux qui viennent faire un stage, qui me disent « Ouais, mais moi, je voudrais faire que de la M2 parce que j'ai acheté une M2. » Je dis « Non. On va pas faire de vous un pilote d'M2, on va faire de vous un pilote tout court,
qui prendra une propulsion, une traction, une 4 roues et qui s'adaptera. Et là, tu peux commencer à parler de pilote. Voilà, tu sais de quoi tu parles. Donc oui, de toucher à tout, ouais, ça a toujours été un peu le... Tu avais déjà essayé de lancer ça à Ville, mais ça n'avait pas trop pris parce que... Ouais, et puis voilà, on avait, je crois que même les stages sur glace, je les avais proposés à Gilles au début. Ok, il était pas trop chaud. Il était pas trop chaud. Ok. Attends, il avait des lanceurs à l'époque, des lanceurs, des Incroyable. Evo 7, il avait des Evo 7. Et donc, voilà, on y va. L'idée quand même, rebelote, je garde mes images de Monte-Carlo, de ces fameuses groupe B sur la neige, donc 4 roues motrices. Donc il faut au moins de la 4 roues motrices, tu vois. Propulsion, mais 4 roues motrices. Donc c'est pour ça qu'on achète 2 Subaru GT. Et à quel moment tu fais la transition entre ces débuts en ton stage de glisse sur glace, Oui. avec finalement retour au fief à l'OEAC? Eh bien, tu vois, on est en 2003. 2003, je continue de faire mes tournées constructeurs, tout ça. Ce qui permet de vivre. Ce qui permet de vivre exactement. Plus Abbeville, je crois encore à l'époque, il me semble un peu. 2004, deuxième édition glace. Il y a un engouement particulier déjà à ce moment-là? Ouais. Ça plaît, quoi. Et puis notre concept, avec cette liberté d'évolution, il plaît, quoi. Et c'est vrai que ça faut en parler, mais je pense que pour beaucoup, en tout cas ceux qui ont fait des stages, je pense notamment au stage Smartbox, tu sais, de pilotage, tu as cette frustration de te dire que tu peux pas évoluer dans la voiture, peu importe ton niveau, comme tu aimerais, en tout cas, dans un vrai accompagnement. Toi, c'est différent. Oui, alors j'ai toujours voulu qu'il y ait une cohérence entre la voiture que je te laissais entre les mains et ce que je vais te laisser faire avec. Ce que tu ne peux pas dans les activités GT. Bon, alors il y a un marché, hein. Rouler dans une Ferrari, ça nous fait quand même tous rêver. Mais en effet, tu peux pas non plus t'attendre à exploiter. Enfin, quand pour 129 €, tu vas faire 2 tours dans une caisse à 400 000, bon, bah c'est sûr que on va pas te lâcher la bride. Évidemment, c'est-à-dire c'est un petit conseil, prenez plutôt les petites voitures parce que vous avez plus de chances de vous amuser. Voilà, mais en effet, essayer ces superbes voitures, il y a un marché pour ça, et c'est très bien. Donc moi je voulais qu'il y ait une cohérence. Et c'est après 2004 que là, je me dis que finalement, revenir à l'OEAC et essayer d'organiser des stages comme je les avais peut-être un peu imaginés à Abbeville, mais les organiser ici à l'OEAC, chez moi, là, où on allait faire glisser les voitures sur le tracé. Voilà, le truc germe, là, tu vois, le truc qui monte, en fait. Et j'organise le premier stage, je crois, en 2004, fin 2004 ou 2005, me semble-t-il. Donc, tu as pris ton plus beau stylo et tu as envoyé une lettre à Michel Hommel. Exactement. Parce que j'ai gagné avec les berlinettes Hommel. Bon. Mais non, mais je trouvais effrayant, en fait, de louer le circuit, tu vois. Ouais. C'est des gros frais, quoi. Ben oui, c'était des frais énormes. Et comme tu sais pas où tu fous les pieds, bah, obligatoirement, tu peux prendre le bouillon, quoi. Et le pragmatique qui est en toi n'aimait pas trop ça, quoi. Exactement. Bon, voilà, on a des copains bienveillants à droite à gauche qui viennent faire le stage, le premier stage, et le concept plaît et c'est chouette. Bon, alors à l'époque, on est sur le sec. Hein. Donc, et comment ça se passe justement? Parce que bon, je pense que beaucoup de gens connaissent maintenant Pégase, évidemment. C'est toujours sur mouillé. C'est toujours sur piste mouillée, ouais. Comment s'est fait la transition de piste sèche à piste mouillée? Parce que personne le fait, hein. Ça paraît évident maintenant. Mais à l'époque... Ah, personne le fait, ça je confirme. Alors, la solution est venue du ciel, figure-toi. J'ai vu une lumière. En fait, il s'est mis à pleuvoir. Un matin de stage, boum, même on attaque le matin, c'est mouillé par terre. Et là, tu dis, ah ouais. Direct, tu t'es dit, c'est chouette. Ah non, mais tu dis, mais c'est ça qu'il faut qu'on propose. C'est ça qu'il faut qu'on propose. J'avais déjà cherché des pneus merdiques, tu vois, des pneus machin pour faciliter, tout ça. Mais là, tu te dis, bah ouais, c'est ça, bien sûr. Parce que moins de contraintes. Mécaniquement, tu uses moins. Mécaniquement, beaucoup moins. Pas de crispement de pneus. Moins de nuisances sonores. Enfin oui, moins d'usure. Pédagogiquement, vachement plus accessible. Tout bénef, le truc. Tout bénef. Donc, bah voilà, ça fait partie du cahier des charges. Tu dis, là, maintenant, il va falloir arroser le circuit. Hein.
par la porte ou par la fenêtre, va falloir trouver une solution. Oui, parce que tu pouvais pas attendre les jours de pluie. Oui, c'est ça. Faire des danses. Alors, ouais, c'est ça, ouais. Il fallait que tu trouves un moyen Oui. mécanique. Oui. Donc, tu as pris ton tracteur, tu as mis une grosse jerrycan, enfin, je sais pas comment on appelle ça. Une tonne à eau. tonne à eau, ouais. Une tonne à eau, Et tu as ouais. commencé à arroser tes. Voilà, exactement. Et puis voilà, ça y est. L'idée est partie, là, ça y est. Là, on l'a, notre truc sympa qui plaît. Donc là, ça devient très vite une boîte, ton métier, tu vis de ça. Comment ça se développe? Parce que, encore une fois, le pragmatique qui est en toi, j'imagine, t'as pas essayé de faire une évolution sur les chapeaux de roue, faire tout péter en 2 secondes. C'était plutôt Ouais. Tout raisonné, quoi. Raisonné et construit. Oh, bah, c'est une progression qui est très lente. Je vais pas dire laborieuse, mais elle est lente. Tu vois, elle est très lente. Après, tes besoins sont pas énormes non plus. Voilà, Anita gagnait correctement sa vie, donc on m'attendait pas non plus pour voilà, alimenter la famille, quoi. Donc je fais mon truc, je le développe tranquillement, mais oui, c'est ça. Enfin, tu dis société pas gourmande, mais là on est entouré de pneus et tu m'as un peu parlé de ton budget essence. Là sur ces deux foyers-là, on est dans une activité où ton expert comptable, s'il comprend pas ce que tu fais, je pense qu'il tape un AVC. Hein. L'expert comptable, la première fois que j'ai l'idée de créer Pégase, on va voir un expert comptable et il me dit vous voulez gagner combien? Je dis j'en sais rien. J'en sais rien. Donc basiquement, je reprends déjà le salaire que j'avais. Je dis moi je voudrais au moins gagner ça, quoi. Et là, par A plus B, il me dit bon ok, alors tac, donc il faudra gagner ça. Mon cœur s'arrête. Je dis mais va falloir facturer tout ça pour en vivre. Mais j'ai dit jamais ça marchera, jamais. Je me dis c'est mort, quoi. Laisse tomber. Et pourquoi t'as pas arrêté dans ce cas-là? Bah parce que tu t'arrêtes pas là et tu fais 2-3 calculs et tu dis non merde, l'idée est bonne quand même, on va y aller. Donc oui, au début tu te dis c'est compliqué, bien sûr que c'est compliqué. Et j'ai encore des potes aujourd'hui dans cette situation-là qui essaient de développer un peu une activité et ouais, c'est compliqué, c'est dur, bien sûr. Et puis ça coûte cher ces petits bazars-là. Et il faut que ça se passe bien. Parce que, attends, c'est déjà, l'entrepreneuriat de base, c'est compliqué. Enfin, on est bien passé pour le savoir tous les deux. Mais toi, je trouve qu'il y a une contrainte qui est supplémentaire, c'est que tu as de la mécanique. Oui. Tu as des objets qui valent quand même un certain prix. Alors à l'époque, pas trop. Hein. Oui, bien sûr, mais c'est quand même relativement par rapport au budget que tu as, ça reste la même proportion. On est d'accord. Et d'ailleurs, le moindre problème mécanique devenait une montagne. Un roulement, une pompe à eau, c'était une montagne. Il fallait trouver quelqu'un pour le faire parce qu'en plus je savais pas le faire. Moi, j'avais pas d'endroit pour le faire. Donc, ouais, tu te fais peur. Bien sûr que tu te fais peur. Tu avances, mais tu te fais peur. À quel moment tu te retrouves à plus être seul dans le bateau? Parce que là aussi, je suis bien placé pour le savoir, mais quand tu es plus seul dans le bateau, ça change quand même pas mal de choses. Ouais. Tu peux déjà partager tes problèmes, c'est déjà cool. Vu que tu as eu cette progression rationnelle, c'est quoi un peu les premiers postes que tu développes? Bon, alors j'ai toujours Anita qui est en veille derrière. Ouais. Ton backup. Ben grave. Moi, j'avais jamais ouvert un ordinateur. Ah ouais, j'en étais là. J'en étais là, moi. Ok. Moi, j'en étais là. J'avais jamais un Excel, un Word, un machin. Je savais pas. J'avais pas eu besoin d'y toucher pendant mes études. C'était moins développé d'ailleurs, les PC quand même à l'époque. On n'avait pas des... La compta, machin, tout ça. Pas un sujet, quoi. Voilà, moi, alors, j'ai jamais rien compris en maths, mais quand il s'agissait de mes sous, d'un seul coup, c'était assez clair. D'un seul coup, c'était cohérent. Ouais. Donc, non, je partais de très loin. Donc, obligatoirement, dans l'entrepreneuriat, il me manquait des cases, si tu veux, sérieuses même. Tant administratif que, voilà. Donc, Anita, toujours en veille derrière. Elle a son taf, mais elle est en veille derrière, quoi. C'était un peu ton associé caché, quoi. Ah, total. Et aujourd'hui encore. Donc ouais, t'as une bagnole, puis t'as une deuxième, puis t'as une troisième bagnole, puis t'achètes un plateau, puis t'achètes, voilà. Mon camion d'assistance de l'époque, je l'ai encore, parce que mes 325i E36, elles avaient une boule d'attelage. Donc je mettais une remorque bagagère derrière dans laquelle je mettais 4 pneus, un cric, une croix et un petit compresseur que j'avais acheté pour pallier aux éventuels problèmes sur les stages, quoi. Donc 2004, 2005, 2006, 2007, je crois que Sarah arrive en 2008.
Donc, qui s'occupe de la partie administrative. Ouais, voilà. Accueil téléphonique et toute cette partie un peu administrative où tu as un peu plus de clients et tu as un peu plus d'échanges. Partie que tu adores, l'administratif. Que j'adorais, bien sûr. Oui, grand plaisir pour moi, ouais. Toujours encore. À ce moment-là, par rapport forcément, je te dis, il y a plein de gens qui nous écoutent et qui ont déjà, je suis sûr, en tout cas entendu parler de Pégase, si ce n'est fait un stage. À cette époque-là, c'est pas du tout l'échelle que tu connais maintenant. C'est combien de stages que tu fais un peu? C'est, je pense qu'on est à 2 stages par mois. Ok, donc avec une dizaine de personnes par stage? Ouais, entre 10 et 15. Ok. Quand ça veut bien rire. Hein. J'imagine que tu as des Ouais, fluctuations. voilà, exactement. Ouais. Mm. Ouais. Progression lente, mais constante. Voilà. Bon an, mal an, t'avances. Ouais. Prends pas de risque. Non, tu prends pas de risque, donc ça n'évolue pas vite, mais c'est construit et c'est costaud. Voilà. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Voilà. Donc monter en gamme des voitures. Ah yes. D'un seul coup, tu achètes une M3 E36. Yeah. Une Nissan 350Z. Et donc, tu amènes encore un peu plus d'attrait. Est-ce que tu te rends compte que les gens viennent aussi pour tester ces voitures? Au-delà de l'activité de glisse, ils viennent pour découvrir le nouveau modèle, la voiture qui les fait rêver. Est-ce que tu as cet aspect-là ou pas du tout? En tout cas, avoir une offre étoffée était mon souhait. Ça l'avait déjà été sur la glace. Et ça l'était sur l'asphalte. Ouais. J'avais même une 306 XSI, je crois, à l'époque, sur mes premiers stages. Donc, il y avait déjà une traction, propulsion. Donc, tu amènes du 109, tu amènes des nouvelles voitures. Ouais, tu amènes des nouvelles voitures, c'était l'objectif. Donc là, ça se structure gentiment. J'imagine que tu commences aussi à travailler sur le marketing, tout ce qui va être charte graphique, tout ce qui va être... Site internet. Site internet, évidemment. Tu sais que j'ai un nom de domaine qu'à l'époque, que tout le monde m'enviait. Stage-pilotage.com. C'est toi qui l'as celui-là. Incroyable. Il n'y avait pas de site internet quasiment. Ça n'existait pas. Dans les écoles de pilotage, je suis à moitié un dinosaure si tu veux. Tu te rends compte que tu es passé du entre guillemets dernier de la classe qui n'avait jamais ouvert un Excel et un ordinateur à premier? Alors, j'étais pas premier là, mais stage-pilotage.com. Donc là, attention. Référencement, tout ça. Référencement, ah bah là, ça, le référencement naturel, l'AdWords, vas-y. Et tu parles comme un techos, là, ça y est. Oui, donc là, beaucoup bossé là-dessus. Bon, de toute façon, à l'époque, on se bagarrait déjà contre les gros revendeurs qui sont des grosses machines avec des coûts au clic que tu peux même... En fait, leur budget à eux, c'était ton chiffre d'affaires à toi. Donc, laisse tomber, quoi. C'était pas jouable. C'est à ce moment-là que tu comprends que tu te dis, sur ce terrain-là, je suis un peu mort, ça sert à rien de forcer. Il faut que je trouve un autre axe pour aller parler au plus grand nombre. Non, c'est juste du bouche à oreille. Et voilà, c'est le bouche à oreille au début qui me fait vivre sur les 10 premières années, quasiment, c'est le bouche à oreille. C'est pour ça que c'est lent, si tu veux. Mais croissant, tout le temps. Puis je veux dire aussi que le produit plaît. C'est-à-dire que à partir du moment où tu es venu une fois, il y a des chances que tu reviennes quand même. Ouais, il y a 2 trucs qui sont mauvais, c'est le sucre et Pégase. Pégase avant le sucre. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, voilà, progression tout le temps. Lente. Et à quel moment tu fais une transition entre justement cette progression qui est sereine, mais pas spécialement rapide, avec, on peut parler d'un boom. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on est en quelle année, là? On est en quelle année? Bon, alors je commence déjà, malgré tout, à... Tu vois, j'avais acheté ma première M4, je crois même que j'avais acheté ma première Alpine. Voilà, on était quand même passé sur des gammes de voitures plus sympas, mais... Sachant que c'est des voitures flambant neuves, on parle de la dernière M4, la dernière l'Alpine vient. Alors, c'était la dernière M4 à l'époque. Bon, elles étaient kilométrées, j'achetais des voitures d'occasion. Mais pas l'Alpine d'ailleurs. L'Alpine, elle était neuve, elle n'existait pas d'occasion. C'est la première voiture neuve de stage que j'ai achetée d'ailleurs.
Mais voilà, première M4, bon là, voilà, tu franchis vraiment des steps. J'étais passé par les Nissan 370Z, tu vois. Et puis, je rencontre une chaîne YouTube. Je rencontre une chaîne YouTube. On se rencontre à l'OEAC. Comment ça se fait cette rencontre? Brocante. On est à l'auto-brocante de l'OEAC. Grand rendez-vous. Et puis j'ai un client qui me dit: ah, écoute, il y a l'équipe, là, il faudrait que tu rentres en relation avec eux parce que vous avez peut-être des choses à faire ensemble, quoi. Et c'est quoi leur métier? Ils sont youtubeurs. Bon, youtubeurs, c'est quoi ça? Je vois déjà des mecs avec la casquette à l'envers en train de faire des donuts, tu vois. Donc, j'ai un fort a priori. Alors moi, il peut m'arriver de mettre des casquettes à l'envers, hein, mais je le prends pas mal. Je le prends pas mal, voilà. Et ok, bon, écoute, soit. Et puis il y a Jean Ragnotti à l'époque qui est là aussi, parce que Jean était quasiment toujours présent sur les brocantes. Et donc voilà, je rencontre cette équipe-là. Je tombe sur Erwan. On salue Erwan, The Glove Driver. Eh ouais. Tombe sur Erwan. Et puis... donc qui est l'animateur de cette chaîne. Qui est l'animateur de cette chaîne, tout à fait. Et puis, y voyant mon intérêt, parce que toi, j'arrive pas à impulser quelque chose, je voudrais qu'on voit plus. Je sens que c'est visuel, mon truc, mais je n'y arrive pas à le montrer, tu vois. On s'était fait des petits films de pub, mais comme tu n'as pas de réseau de distribution, personne ne les voit, quoi. Et tu sentais déjà que tes clients te faisaient des retours par rapport au fait que tu étais pédagogue, parce que c'est une réalité. Hein, ça a toujours été. Oui, mais justement, est-ce que tu t'es pas dit, c'est mon plus aussi, parce que c'est clairement ton plus, au-delà de l'activité du produit qui marche super fort, c'est toi qui l'incarne, c'est toi qui le transmets. Tu te rends pas compte. Tu t'en rends pas compte? Je m'en rends pas compte. Okay. Je sais, j'ai des retours quotidiens. À l'époque déjà, disent c'est top, ça nous a plu, l'approche, la pédagogie, que ce soit moi ou José, mon fidèle moniteur, voilà, ça match, les gens comprennent, ils s'éclatent et ils comprennent. Mais voilà, t'es pas plus conscient de ça du truc, quoi. Et en tout cas, cette chaîne YouTube, je leur dis, écoutez, pourquoi pas, allons-y. Je pense qu'eux sont un petit peu à la recherche d'un second souffle aussi, parce que bon, il y a déjà 20 000 abonnés à l'époque. Hein. Quand tu dis eux, c'est une chaîne qu'Erwan a créée? Non, c'est pas Erwan. Cette chaîne a été créée par Thierry. Et Erwan était le présentateur de cette chaîne. Donc c'est ce fameux Thierry qui est derrière la chaîne, et Erwan l'incarne. Exactement. D'accord. Erwan est à l'écran. Et on y va. Et moi, je leur dis, si j'y vais, moi, je joue pas un jeu, quoi. Hein, on parle pilotage. Je sais pas parler d'autre chose, donc on va parler de pilotage. Mais j'en attends pas grand-chose, hein, vraiment. Au début, j'en attends pas grand-chose. Et on y va. Et on envoie les techniques de pilotage. Et du talon-pointe, et de la mise en dérive, et du machin, et du truc. Et... on va dire que ça met 1 an. Ça met 1 an à bouger. Au début, il se passe pas grand-chose. Voilà. Puis au bout d'1 an, tu reçois un premier coup de fil. J'ai vu les vidéos. C'est super intéressant. Et puis un deuxième. Et puis voilà, tu sens que ça y est. Il s'est passé quelque chose. La pédagogie, justement, que à l'écran fonctionne et donne l'envie de venir. Et donc cet épisode, il va durer à peu près, avec cette chaîne-là, il va durer 4 ans. 3 ans, 4 ans. Entre-temps, Erwan s'en va, Pierre arrive, et d'autres, et quelques autres présentateurs. Et puis on s'apporte les uns aux autres, quoi, tu vois. C'est-à-dire que la chaîne passe à près de 150 000 abonnés en 4 ans. Et moi, j'ai une activité croissante. Donc top, quoi. Voilà.
Puis voilà, puis il y a un moment, obligatoirement, les intérêts deviennent un peu plus compliqués. Donc, on me reproche un peu finalement, on reproche un peu que cette association me profite plus à moi qu'à eux. Donc, On peut dire qu'à ce moment-là, tu as quasi doublé ton chiffre d'affaires, c'est ça? je n'ai pas quasiment doublé le chiffre d'affaires, mais en tout cas, en volume de date, il s'est vraiment passé des choses, quoi. Ouais. Mais en même temps, comme tu le dis, tu as fait évoluer la chaîne aussi. Ouais. Bon, voilà, en tout cas, la fin n'est pas glorieuse. On a donc arrêté de collaborer. On a arrêté de collaborer il y a presque un an, là, quasiment. Parce qu'à un moment, j'ai estimé que je représentais aussi un petit peu 70% du contenu de cette chaîne et que finalement, même si c'était bien tourné, bien filmé, bien monté, ce qui était raconté et montré avait permis de faire grandir l'ensemble, tu vois. Voilà. Donc, Au point même que, et j'en faisais partie pendant un moment, que je pensais que c'était ta chaîne. oui, mais c'est d'ailleurs tout ce que tout le monde m'a dit après. On m'a dit, elle est chouette ta chaîne. J'ai dit, non, mais c'est pas ma chaîne du tout. D'ailleurs, moi, les vidéos, je les voyais pas avant qu'elles ne sortent. Je les découvrais avec tout le monde. Je sautais dessus parce que j'avais toujours peur Bon, c'était bien monté, il n'y avait pas de problème. Mais tu vois, est-ce que je dis une connerie? Est-ce que j'ai bien annoncé la bonne puissance sur la bagnole? Est-ce que j'ai bien... Voilà, c'est tout. Mais oui, j'ai eu de nombreux retours me disant elle est bien ta chaîne. Je dis non, mais c'est pas ma chaîne du tout. C'est pas du tout ma chaîne. Donc ça m'a donné en revanche l'envie aujourd'hui de continuer, de perdurer dans mais ce que je sais faire, le pilotage, les techniques de pilotage, l'explication, et ça va continuer. Il y a peut-être quelque chose qu'il faut qu'on dise quand même, c'est que cet épisode qu'on fait là aujourd'hui, on l'a déjà fait il y a quasiment 2 ans et demi, 3 ans. C'était au tout début du podcast. Yes. J'avais fait un épisode donc avec Erwan dont tu parlais, donc The Glove Driver, qui avait déjà lancé sa chaîne entre-temps, qui était parti de Race West. Je ne sais pas exactement quelle est la chronologie, mais en tout cas, on enregistre ce fameux épisode. J'avais beaucoup moins de matos, Vincent n'était pas là. C'était très très artisanal. Oui, je me souviens très bien. On était dans le bureau là. Exactement, le décor était moins sympa, mais de toute façon c'était pas filmé, donc on s'en fout. Oui. Et en fait, je me souviens que tu m'as appelé, je crois, sur le trajet retour. Ouais. Quelques heures après, je crois. Ouais. Et tu m'as dit, Yann, je suis désolé, mais l'épisode ne pourra pas sortir. Tout à fait. Moi, à ce moment-là, je suis... Je connais pas le milieu automobile, je connais rien du tout. Je dis pas que je le connais maintenant, mais bon, à force on traîne dans les petites histoires. Et je le comprends pas, mais je comprends que ce fameux Thierry dont tu parles, il y a un truc avec lui. Toi, t'es assez vague parce que t'es un peu le cul entre deux chaises. Et je me souviens que ce moment-là, je me suis dit, c'est pas grave, j'aurai ma revanche un jour. Parce que, pour te dire, moi, de mon petit point de vue, de ma petite personne, j'étais emmerdé parce que j'avais pas de contenu. T'avais pas de contenu, mais je galérais justement, tu me l'avais dit. Tu me dis, mais tu me fous dans la merde. Fais chier. Mais bon, c'était pas grand-chose. Enfin bref. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste qu'à un moment, voilà, on m'explique que pour ma com, pour le marketing, c'est pas bon d'être présent à droite à gauche et qu'il faut de l'exclu. C'est d'ailleurs pour ça que l'histoire s'est arrêtée aujourd'hui. C'est que l'histoire s'est arrêtée parce que non seulement je payais, c'est-à-dire j'amenais du contenu de qualité, mais je payais. Et j'ai estimé en effet qu'à 160 000 abonnés, ça tenait quand même, ça pouvait normalement devenir un business aussi pour eux, quoi. Donc que j'allais arrêter de payer. On m'a en plus demandé de l'exclu, que j'ai respecté au moins 3 ans. Mais voilà, je leur ai dit, bon, maintenant, si vous voulez de l'exclu, je vais vous expliquer combien je coûte par jour. Parce qu'un mec qui fait des essais, qui vous tarte pas une seule caisse, qui parle français, qui vous ouvre les portes du circuit, qui vous ouvre les portes du musée, enfin voilà. Donc voilà, ça s'est arrêté pour cette raison-là, c'est tout. C'est tout. Quoi qu'on en lise sur les commentaires. Bon, je pense aussi que le fait que Erwan, donc The Glove Driver, soit passé sur le podcast avant,
Ça n'a pas dû trop marcher dans le sens où justement il était l'ancien animateur et qu'il est parti avec perte et fracas. Voilà, tout à fait. Bon, écoute, c'est comme ça. C'est toute une histoire. On n'est pas tous faits pour tous vivre ensemble main dans la main. Mais c'est un épisode, que moi j'ai beaucoup apprécié, qui m'a permis, à travers cette possibilité-là, d'ailleurs, aussi de sortir des voitures du manoir de l'automobile. Parce que moi, depuis qu'il existe le manoir, je passe devant les voitures. Je les connais toutes par cœur, mais j'avais jamais mis mes fesses dans une voiture. Donc, quand on a proposé au manoir de l'automobile de mettre en lumière ces voitures et de montrer que ces voitures roulaient et de pouvoir prendre le volant, c'était top aussi. Donc, non, moi, j'ai pas de regret du tout de tout ça. Ouais. Comment se fait la transition entre justement cette exclusivité avec Race West et ton ouverture à plein d'autres youtubeurs? Je pense notamment à plein de copains aussi, Nicolas Roland, donc le vendeur auto. Ouais, Nicolas, qui a un œil bienveillant et que je remercie. Qui est une merveille et qui est une rockstar, on peut le dire, tant sur le contenu auto que dans le business. Franchement, c'est un monstre. Mais je pense aussi à Boiserie, donc Thierry Vieux-Boiserie, Lucien, qui est venu rouler, le Bouzeux, qui sont passés aussi sur ce podcast. Comment tu fais cette transition justement entre, je vais employer les mots, ce sera pour moi, mais entre guillemets cette prison dorée, si on peut dire ça comme ça, à sortir et à t'ouvrir à plein d'autres créateurs? En tout cas, il fallait pas. L'idée au début, c'est qu'il fallait pas tout mélanger, il fallait rester le pro sur Race West. Sauf que comme tu es mis en lumière, que comme la chaîne est montante, tu es exposé à tout ça. Donc les gens du YouTube Game bagnole, là, ils finissent par voir ces vidéos-là. Ils les regardent, en tout cas, ils en entendent parler. Ça les intéresse ou pas. Mais en tout cas, ils finissent par savoir que. Donc, ils viennent aussi, normal. Tu as commencé à signer des autographes? J'ai commencé à signer des autographes, ouais. Mais donc voilà, tous ces gens-là finissent par venir. Et puis, finalement, d'un seul coup, je deviens aussi une porte d'entrée pour que eux soit roulent, soit progressent. Certains ont voulu progresser aussi dans leur pilotage. C'est ce que je me suis dit à un moment. En fait, finalement, ma mission, ça va être de faire progresser le niveau le niveau des youtubeurs. Alors, je suis le premier sur ta liste, parce que là, le niveau, il est catastrophique. Voilà, c'est tout. Donc, oui, bien sûr, à gérer, c'est pas simple, parce que d'un côté, il faut pas se mélanger, et d'un autre, t'es sollicité. Donc, j'ai fermé pas mal de portes. J'ai fermé beaucoup de portes. La première porte que j'ai fermée, c'est la tienne, mais il n'y a pas que. Puis à un moment, tu te dis, mais non, quoi. Enfin, non. Voilà. Et enfin, je parlais de Nico Roland, qui est un très bon copain et qui est un très bon copain pour toi aussi. Maintenant, c'est un peu, entre guillemets, même s'il n'y a aucune exclusivité, mais il t'a accompagné dans ce développement, justement, YouTube, sur ta prochaine étape YouTube. Il a créé du contenu, c'est un fan de Pégase. Moi, je suis lui, j'ai l'impression qu'il y est tous les week-ends. Chaque fois que je l'appelle, il me dit je suis en train de rouler avec Yann. Enfin, c'est un truc de fou. Et il fait soit le motocross, soit Pégase. C'est les deux c'est vrai. Ce qu'il fait dans sa vie. Non, il fait plein de trucs. Il travaille énormément. En plus, Nico, je rigole. Mais je sais il a eu un rôle particulier, peut-être plus que les autres. Oui, tout à fait. Parce que Nicolas, en fait, quand il est venu faire le stage, parce qu'il en avait entendu parler, et qu'il a fait le stage, il a kiffé son moment. Mais en plus, comme il est on-off, Nicolas, comme il a kiffé, tu vois bien, limite le surlendemain, il était revenu déjà, quoi. Avec son papa, et non mais faut faire ça. C'est vrai que je pense que quand tu le connais d'un point de vue extérieur, tu t'en rends pas compte, parce que tu sais, il a cette image ultra carrée dans ses vidéos. Mais non, oui. Alors qu'en fait, pas du tout, mais bref, il est tellement de vie. Donc voilà, à un moment, tu te dis, bon, allez, je déverrouille, et puis voilà, ça a cassé la glace, d'ailleurs, et avec Race West. Cette fameuse vidéo sur la GR86, c'est ça? Oui, je crois, oui. Ouais, première voiture que je fais avec Nicolas, ouais. Il te propose de rouler cette caisse qui vient de sortir et qui est quasi introuvable, quoi. Et t'as envie de le faire, et... j'ai envie de le faire parce qu'en plus, je vais rester à ma place, tu vois. Je serai toujours sapé Pégase, je serai toujours sur le circuit de l'Oréac. Je casse pas les codes. Donc, tu vois, je me retrouve pas avec Lucien à aller faire des donuts dans un champ, quoi. Je continue d'être le pro au volant. Un jour peut-être. Oui, j'en ai déjà fait avec son Can-Am, donc c'est bon.
Donc voilà, je dis, j'affirme juste ma position en disant, mais si, je vais la faire avec Nicolas. Bon, le jour-là, j'ai déclenché la foudre. Hein. Pas grave. Alors après, l'avantage, c'est quand même que Nico, je le dis pour les gens qui ne le connaissent pas, il fait 1m90 pour presque 100 kilos, je pense. Ancien judoka quasi pro. Oui. T'as envie de rester calme. Hein. Oui, Nicolas, il est serein. Voilà, bon après, je veux pas, je veux pas baver ou dénigrer quoi que ce soit. Cet épisode Race Ouest a été profitable pour moi. Il l'a été pour Race Ouest. Ça a donné de la crédibilité à cette chaîne. Ça n'a pas enlevé la qualité du travail de Thierry, qui savait ce qu'il faisait. Il en est ainsi. Voilà. À force de ne pas faire de contrat, il y a un moment, on finit par être exposé à des problèmes. Donc aujourd'hui, cette porte en tout cas est fermée. Mais voilà. Avec grande modestie, je vais continuer d'être présent sur les réseaux, sur Insta, TikTok. Ça me fait trop rire de dire que je suis sur TikTok. Insta, TikTok, voilà. T'as ouvert un ordi, t'es sur TikTok, ça commence à faire beaucoup quand même. Non, mais aujourd'hui, tu vois, on continue de faire des petites images. J'ai embauché cette année une petite apprentie, Molly, qui va vraiment m'accompagner dans tout ce qui est média, en fait. Et voilà, ça fonctionne. Tu vois, il y a 6 mois, vous étiez 5000 à nous suivre sur Facebook. Là, il y a 36 000 et sur Insta, c'est pareil. Et il y a toujours et encore, on a sorti notre première vidéo. C'est ce que j'allais dire, la première vidéo. Sur la chaîne YouTube. Donc là, on peut dire que t'es officiellement YouTubeur. Oh merde. Bah oui. Donc l'idée, c'est pas d'en faire. Tu vois, moi l'idée, c'est d'abord de. Je sais plus qui m'avait dit. Il m'avait dit, en tout cas, fais-toi plaisir. Donc c'est ce que je vais faire à l'écran. Je vais rouler des voitures. Je vais pas rouler à Mach 2. Mais je vais faire glisser les voitures. Et d'abord, voir des voitures glisser, c'est toujours fun, c'est toujours sympa. Moi, c'est depuis 30 ans ce qui me fait rêver, que ce soit sur le bord de la route du Monte-Carlo ou ailleurs, c'est de voir ces voitures glisser. Je trouve ça top, chouette. Et en ressenti, en feeling, même après 30 ans. Tu vois, j'étais encore en stage dimanche, là. Même après 30 ans, emmener du monde et faire plaisir, et même piloter sur un circuit que je connais par cœur, c'est le top. Enfin, je prends du plaisir encore. Ouais. Et tu fais encore t'es encore aussi humble, même quand il s'agit de parler de YouTube, mais ta première vidéo, quand même, je tiens à le préciser, c'est avec une 911 Dakar. Donc déjà, on est sur... T'as mis le niveau là sur l'auto. Et deuxièmement, je regardais encore tout à l'heure dans le train en arrivant, je crois qu'elle a plus de 60 000 vues. Non, elle doit être à 50 000 et des brouettes, mais... elle a plus de 60 000, je te le dis. Avec une chaîne YouTube qui avait 953 abonnés. Et là, qu'il y en a 2500, quelque chose. Voilà, c'est ça. Mais l'idée, c'est de continuer d'exister. Voilà, l'idée, c'est de continuer d'exister sur les réseaux. Et pour ça que je remercie aussi Nicolas, qui continue avec la chaîne Le Vendeur Auto de me solliciter. Mais ça nous permet aussi de faire des essais vachement plus poussés et complets. C'est chouette. Ouais, bien sûr. Donc oui, ça fait drôle, oui. YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, tu dis oh là 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 là. Tu vas commencer à passer du temps sur les réseaux, tout ça. Ah, c'est pas que je commence, je passe du temps maintenant. J'y passe du temps un peu. Tu vas découvrir une nouvelle addiction, hein. Fais gaffe. Hein. Ouais, t'as raison. J'essaie de me désintoxiquer. Je suis comme ça, je tremble. Là, c'est combien de personnes maintenant, Pégase? Parce que tu l'as dit, le développement était vraiment très linéaire, constant. On n'est pas sur une multinationale, mais c'est quand même une vraie boîte très implantée maintenant. Maintenant, on a le nombre de caisses qu'il y a autour. On a une centaine de journées par an. On est présent sur le driving center, dans l'enceinte du Castellet, sur les pistes Michelin, Ladoux, à Flaine, bien sûr, en Haute-Savoie, stage en Laponie, depuis l'année dernière, stage en Laponie suédoise avec l'école de pilotage Formove, donc en association, si tu veux.
Donc ouais, ça fait même avec tout ça, ça fait plutôt 120 journées par an. Donc aujourd'hui, Christelle, Christelle au bureau, téléphone, et admin et un peu de compta. Kylian, qu'on a mis ce matin au repos pour être tranquille dans l'atelier. Et puis Molly, qui vient d'arriver en apprenti. Et Ewen, qui est aussi un apprenti qui passe son diplôme de moniteur, le BPGEPS. Donc en fait, ce qui a changé, c'est surtout que j'ai des petits contrats supplémentaires, comme Molly ou comme Ewen aujourd'hui, pour assumer un peu tout ça. Ouais. Et tous tes pilotes instructeurs qui sont des freelances. Qui sont freelance, voilà. Bon, alors j'ai une activité finalement où j'ai pas besoin de beaucoup de moniteurs. J'ai mon fidèle José avec moi depuis tant d'années. D'ailleurs, en 97, j'ai accueilli José. Je bossais à l'école de rallycross, l'école sur la piste de rallycross. Et José est arrivé. Donc on avait déjà bossé ensemble de 97 à 2000. Après, moi, je suis parti, mais José est resté en place très longtemps, très très longtemps. Qui est une légende. Oui, voilà. Une légende. Donc José est présent sur les stages, et puis quelques moniteurs. Tom aussi maintenant, de temps en temps. Tom qui nous rejoint de temps en temps sur le circuit. Qui est un super pilote aussi. Pour moniter. Voilà, donc Tom qui depuis 3 ans roule. Marin, donc numéro 2, qui va commencer à rouler aussi en cross-car, là. Je crois qu'on te pose souvent la question, est-ce que tu as envie de redémarrer le rallye, enfin en tout cas de te remettre au sport auto Et chaque fois tu dis non, c'est bon, moi j'ai mes fils qui il me bouffe tout. Ouais, je me dis pas que je vais pas essayer de me refaire un rallye de l'Oyac. T'en as déjà fait, en plus c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais t'as roulé avec des super caisses sur le rallycross. Alors j'ai vécu une expérience incroyable en 2016. Je suis sollicité par un pote qui allait rouler en supercar en championnat de France. Donc c'est le maximum. Hein. Ouais, c'est la grosse division, les grosses voitures de 600 chevaux, 4 motrices là. Et le 0 à 100 en moins de 3 secondes. Ouais, non, mais c'est 2 secondes. Ouais. 2 secondes, ouais. Enfin bref, c'est n'importe quoi. 2 secondes. Et puis dans ces manches, françaises, enfin voilà, il y a le championnat de France. Et puis on se dit quand même, ce serait bien de faire l'Oyac. Mais l'Oyac, c'était la manche mondiale. Elle accueillait le championnat du monde. À l'époque, des Christopherson, Loeb, Solberg, Timerzianov, voilà. Les constructeurs sont présents, il y a du monde. Et je ne peux pas m'inscrire avec la voiture que nous avions au championnat de France. Il y a un problème sur la voiture. Et donc là, on se dit, non mais c'est trop con, on a une partie du budget, faut y aller quoi. Enfin, je veux dire, c'est l'Oyac, c'est le championnat du monde, c'est une fois dans ta vie. Et donc je fais un appel aux dons là. Alors là, c'est une des rares fois où j'ai pris ma plus belle plume et j'ai envoyé un petit mailing à quelques amis clients qui ont été incroyablement généreux et ont dégainé, je pense, dans la soirée. J'ai dû trouver 15 000 € dans la soirée, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se targuer de pouvoir lever de l'argent aussi rapidement. Je l'avais jamais rien demandé. Et donc, ça venait en complément du budget que j'avais déjà pour l'Oyac. Et donc là, on décide de louer une caisse du mondial. Et je me retrouve à louer une Fiesta du Team Holzberg, d'avoir en coéquipier Niklas Gronholm, d'avoir Jussi Pinomaki, qui est voilà, une sorte de référence aussi dans le mondial en team manager, d'avoir Marcus Gronholm, qui était là aussi. Donc là, d'un seul coup, tu dis, bon, et puis je te le donne en 1000. Tirage au sort de la première qualif, de la première manche. Et je vois Sébastien Loeb à un moment dans la parade des pilotes. Il me dit, on va rouler ensemble. Mais quand il me dit on va rouler ensemble, je pense qu'il me parle du week-end, tu vois. Ah, même pas du tout. Pas du tout. Il sera à ma droite. Donc j'ai Sébastien Loeb à droite. J'ai Christopherson, qui est devenu 3 fois champion du monde derrière, à ma gauche. Peter Solberg. Et Timerzianov, qui est pareil, c'est du top 5 mondial. Et après, il y avait Yann, bonjour, enchanté, quoi. Et Yann Le Jossec. Et là, tu dis, non mais là... Tu me diras, ça m'a enlevé de la pression. Hein. Que si déjà, tu arrives à moitié à les suivre, c'est génial. Ce qui s'est passé d'ailleurs, donc j'étais très content. J'ai dû faire un 11e temps sur les 40 du mondial, là, pour ma première manche en mondial. Et j'avais essayé la voiture la veille.
J'avais pas fait un départ, j'avais juste les essais libres pour découvrir la voiture. Donc, non, c'était une victoire. Et au départ, t'as pas essayé de faire le all shot pour... Alors, en fait, pour la blague donc Sébastien Loeb n'est pas un ami, hein, on se connaît pas, on sait, moi, je sais il sait qui je suis, mais voilà. Mais je m'étais interdit de gêner Loeb dans la Manche française. Et si tu regardes les images, tu me vois freiner, mais 20 mètres plus tôt que tout le monde, parce que comme il est sur ma droite, qu'il est en pôle, et que je veux de toute façon pas le gêner, je prends les freins. Il est à ma hauteur, sauf que tu vois bien, on est engoncé dans nos baquets, donc je vois pas son capot, quoi. Il doit être là. Mais bon. Vous en avez reparlé de ça ou pas d'ailleurs? Non. Je suis sûr qu'il l'a vu. Hein? C'est sûr qu'il a compris ça. C'est sûr et certain. Non, le gars est sursollicité, j'évite de l'emmerder. Là maintenant, donc c'est une activité qui est vraiment établie. Enfin, tu commences à avoir un nom. Enfin, qui ne connaît pas Pégase? Tu vois, je serais curieux de savoir. Ça serait... Ouais. Mais plutôt la question, c'est qui n'est jamais venu? Et ceux qui sont jamais venus, il faut qu'ils viennent parce que c'est vraiment sûrement l'activité la plus plaisante, la plus amusante et la plus didactique que tu puisses avoir sur le pilotage. Mais là, finalement, tu as atteint ce pourquoi tu n'avais jamais rêvé, parce que tu le disais toi-même, tu n'es pas un rêveur. Ça a dépassé des espérances, s'il n'y en avait pas vraiment de base. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter quand même pour la suite? Parce que ça soit ton activité, personnellement, j'ai envie de dire même pour Tom et Marin, c'est quoi un peu, comment tu vois les choses? Alors l'idée, c'est de continuer ce qui a été mis en place et de continuer d'amener des nouvelles voitures. Il y a une nouvelle voiture d'ailleurs qui va arriver bientôt, mais... Pour remplacer les Alpines, parce que tu m'as dit que tu avais plein de problèmes avec les Alpines. Ouais, sujet sensible, mais bon, c'est bon, on peut y aller, il faut le dire. J'ai acheté 4 Alpines, j'ai cassé 5 boîtes de vitesse. Ouais, c'est pas normal. Donc j'ai dit adieu aux Alpines il n'y a pas très longtemps. J'ai arrêté brutalement de les faire rouler. Parce qu'Alpine m'a dit, ah oui, mais la dernière, on va pas vous la prendre en garantie. Ah, je dis, non, mais là, c'est pas cool. On vous en a fait vendre plein. Les vidéos de l'Alpine ont cartonné. Elles sont même montrées quasiment chez Alpine. Je dis, là, c'est vraiment, vraiment pas cool, quoi. Je l'ai mal pris. Hein. Bah, t'as raison. Pour fêter ça, j'ai fait une petite vidéo d'ailleurs avec une Alpine sur une dépanneuse qui a cartonné. On a fait 1 million de vues. Voilà, en disant, voilà, la dernière fois qu'on a vu une Alpine glisser chez Pégase. Sur la dépanneuse. Sur la dépanneuse. Top voiture, pédagogiquement, commercialement, pour moi, de l'avoir. Sauf que ingérable. J'avais fait la première session sur une Alpine. Je me souviens que c'est génial parce que c'est léger, mais par contre, quand ça décroche, ça prévient moins qu'une M2, par exemple. Ouais. C'est léger, t'as pas d'inertie, le moteur est derrière toi, donc quand ça y va, ça y va. Donc ouais, ça m'emmerde un petit peu de plus pouvoir faire rouler ces voitures, mais à ce jour, je n'ai pas de solution. Je n'ai pas de solution du tout. Bah Alpine, si vous voulez réagir. Avec grand plaisir. Je suis à l'écoute. Mais là, nous, obligatoirement, à 8000 balles le bout, la boîte, Alors attention, hein, la boîte, elle a pété à 3000 km et à 8000 km sur des voitures neuves non optimisées. Hein. Il n'y a pas eu une puce, une carto, du machin, de l'éthanol, quoi que ce soit. Elle est strictement de série. Ah ouais, non, c'est pas drôle. Donc, à vous tous, possesseurs d'Alpine, attention aux têtes à queue. Ne faites pas de tête à queue, parce que c'est bien le tête à queue qui casse la boîte pour nous. Okay. C'est le tête à queue, voilà. Sachant c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'un peu de toutes les caisses que tu as pu voir, mais tu t'es testé à plein de choses, jusqu'à la GT3 RS. Ouais. On parle... T'as arrêté parce que j'imagine qu'en frais, ça devait être... C'était pas... et quand t'as des mecs qui te font du bac à gravier toutes les 2 minutes, ça doit être compliqué quand même à assumer. Surtout que la cote était montante. Il y a un moment... Une mouche m'a piqué, j'ai acheté 2 GT3 3 litres 8. Ah oui, c'était GT3, c'est pas les RS. Ouais, c'était pas les RS, c'était les GT3 3 litres 8. Ouais. Phase 2. Et qui sont absolument géniales. Sublime. 9,97. 9,97 3 litres 8, phase 2. Mais en fait, je me suis tiré une balle dans le pied tout seul parce que c'est sûr qu'à un moment... Alors, à l'époque déjà, ça allait à peu près, mais quand tu vois d'un seul coup la cote qu'ont pris ces voitures-là, quand tu vois la cote faire ça, quand tu vois l'état de ta bagnole faire ça, tu te dis non, mais là c'est pas bon, le calcul n'est pas bon. Et l'entretien malgré tout des voitures, les GT3 en boîte méca, elles n'aimaient pas trop les têtes à queue non plus. Puis ça doit être assez compliqué à amener pour un débutant une GT3 en glissant. Ouais, c'est pas forcément les voitures avec lesquelles t'apprends. Ouais. C'était un peu le joyau, tu vois, de la flotte.
Donc pour des personnes plus expérimentées, quoi. Ouais, alors autant ça aurait été gérable il y a quelques années, quand finalement il y avait moins de clients, et c'était presque des gens qui venaient à chaque fois pour la deuxième, troisième, quatrième fois. Ils gardaient la philosophie Pégase, ils avaient ce sorte de respect. Mais l'activité est grandissante avec tous ces nouveaux clients. Je peux pas leur en vouloir, hein. Mais à un moment, ils se disent, ouais, une Supra, ouais, une M2, ouais, une Alpine, ouais, une GT3. Et allez, et là, tu leur dis, non, mais la GT3, c'est une GT3, les gars, quoi. Donc, bah non. Donc aujourd'hui, j'ai préféré enlever cette voiture de la flotte pour éviter d'être confronté à ce problème, disant, oui, non, mais s'il y en a une avec laquelle vous ne devez pas prendre de risque, c'est la GT3. Votre curseur de prise de risque, faites en sorte de le baisser un peu. Le message est trop compliqué à faire passer. Parce que tu le sais bien, quand on est dans la bagnole, c'est tellement grisant qu'à un moment, on y va, quoi. Ah, tu deviens un peu bête, ouais. Ton esprit d'analyse est simple. Enfin, il y a toujours des caisses extraordinaires. Tu vois, on est entouré d'une Irigère. Là, on a une M2, une Supra. La petite GR86 qui est arrivée il n'y a pas longtemps. qui va devenir un truc complètement débile avec son malus à 60 000 dans un mois. Malus à 60 000. Caisse à 30 000, malus à 60. Deux fois le prix de la caisse. Allez hop, ils ont déplafonné le malus, donc... N'importe quoi, 90 000, là, j'ai une bonne affaire. C'est ça, mais il n'y en aura plus. Ah bah non. Qu'est-ce que je te dis, il n'y en aura plus du tout. Et donc là, la prochaine voiture, c'est... Non, tu peux pas dire, c'est surprise. Et ouais, surprise. Tu me diras, ouf. Donc on peut te souhaiter l'arrivée de cette nouvelle voiture, et sinon, sur les autres aspects? Oh, bah écoute, moi je suis plutôt pas mal heureux là. Donc voilà, si Tom et Marin arrivent à s'éclater aussi au volant des bagnoles, eh ben c'est parfait. On accompagne Tom depuis déjà 3 ans sur le championnat de France de rallycross. C'est très rigolo d'ailleurs, il a suivi le même parcours. Il a suivi le même parcours que moi. Première année, formule de promotion, il fait deuxième. Deuxième année, il gagne. C'était assez rigolo. Et pareil sur les études, ils sont comme toi ou... Alors, Marin est comme moi avec les études. Il n'en a pas fait une overdose. Tom aurait pu bosser un peu plus. C'était plutôt simple pour lui, mais bon. Mais Marin, oui, non. Tout pareil. Tout pareil. Mais bon, tu vois, aujourd'hui, il bosse dans une boîte qui fait qui construit des châssis kart cross. Donc il est au top là où il est, matos neuf, et puis on va être obligé. Bah, il a déjà fait quelques courses, hein. On était en Italie il y a moins d'un mois sur une manche européenne avec Marin là, qui se démerde très très bien. Donc non, c'est top. Donc les chats ne font pas des chiens, quoi. Ouais, alors depuis qu'ils ont 12 ans, ils sont en train de rouler avec les voitures de stage en fin de journée, hein. Donc ça doit aider un peu aussi à développer le feeling. Et oui, ce qui fait en tout cas ce qui fait leur force à tous les deux aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le car control. Parce que aller glisser, ça ne te permet pas d'aller plus vite. Sauf que quand ça se passe mal, et ça, j'ai beaucoup de mal à l'expliquer. Tu en as beaucoup qui disent, oui, mais moi, le stage de glisse, ça ne m'intéresse pas. Si je glisse, je perds du temps. Ah, mais j'ai dit, oui, c'est pas de problème. Mais moi, j'en ai fait du rallye. Hein. Je voulais pas glisser. Hein. À un moment, elle s'est mise à glisser quand même. C'est mieux de savoir. Mais tu fais du circuit, t'es avec une 92 Cup au Bugatti, là, il se met à tomber 3 gouttes, la caisse, elle commence à embarquer. Non, tu vas pas gagner du temps. Tu vas pas faire un chrono. Mais si tu peux garder ta place, voire même sauver ta bagnole, c'est quand même bien. C'est ça, en fait, l'idée de savoir glisser. C'est pas d'aller plus vite. On s'en fout. Si tu veux, une Formule 1, si elle devait glisser pour aller vite, on les verrait à l'équerre, à Monaco, les caisses. Mais non. Après, plus tu réduis l'adhérence et plus la caisse, elle doit glisser. C'est-à-dire qu'une voiture qui glisse pas au Trophée Andros, elle avance pas. Et je dirais même te rassurer dans la vie de tous les jours, parce que Vincent, qui est derrière la caméra, est un peu traumatisé maintenant qu'il faut conduire sous la pluie. Ah merde. Et je pense que tu vois, c'est un super apprentissage pour justement comprendre vraiment comment une voiture décroche, comprendre qu'est-ce qu'il faut faire si c'est le cas. Mais bien sûr, dans un domaine, parce qu'en marge de l'activité Pégase et des stages de maîtrise de la glisse, alors j'ai banni depuis très longtemps le drift de mon langage, donc ce sont bien des stages de maîtrise de la glisse. En marge de cette activité-là, on a aussi une activité de prévention du risque routier.
Et c'est vrai qu'à l'époque, j'ai voulu remettre ça un peu en place, parce que j'avais un peu commencé avec ça à l'époque, à l'école où j'étais, l'école de rallycross, quand j'ai vu Tom et Marin grandir. Tu dis en fait, mais en fait, leurs potes, là, ils font les cons aussi avec leur bagnole. Autant les miens, ils font les cons depuis qu'ils ont l'âge de 12 ans, et finalement, tu les voyais à 15 ans prendre une GT3, partir à l'équerre. Je vois encore Tom et Marin d'ailleurs passant leur leçon de conduite, comme c'était pas loin, avec le circuit de l'Aurillac est vraiment pas loin, venir avec la monitrice, s'arrêter, donc ils arrivaient avec la Clio auto-école, s'arrêter, partir avec la M4, emmener la monitrice, hein, et hop, toc, et repartir faire la leçon de conduite, quoi. Et la monitrice, elle a pas compris ce qui lui arrivait. Si, parce qu'elle savait, mais donc en compréhension de comment ça marche, voilà, ils ont compris comment ça marche. Ce que leurs petits copains n'ont pas forcément compris. Et je m'en voudrais beaucoup, d'ailleurs, qu'un de leurs potes ait un problème en voiture. Je veux absolument les initier tous, tu vois. C'est un des risques qui fait le plus de drames. Donc, faut pas jouer avec ça, quoi. La bagnole. Alors, les voitures d'aujourd'hui, elles sont hyper sécu. Mais en général, ta première bagnole, elle n'est pas bardée d'électronique, hein. Donc, c'est bien de comprendre. Donc, professeur auto, parce que j'aimerais t'appeler comme ça maintenant que tu es youtubeur, partager tes conseils, partager ton savoir. Professeur auto n'a pas fini de sévir. Pour justement transmettre déjà toute cette passion et puis en plus toutes ces connaissances, parce que ce feeling, tu l'as maintenant tellement rationalisé que tu... Enfin, je sais que moi, ça m'avait marqué le premier stage que j'ai fait, même si c'était dans un cadre un petit peu particulier, c'était pas prévu que je sois là. Ouais. Mais ouais, j'étais étonné à quel point c'était... Même en étant clairement pas doué de base, hein, tu arrives au fil du temps à faire comprendre et à trouver un sens dans tout ça, en fait. Ouais. Ah, on est plein de ressources en plus, hein. Oui, L'être humain, c'est une grosse machine qui s'adapte très vite. Donc, c'est ce que disent d'ailleurs, c'est ce que tout le monde dit en arrivant le matin après le brief et les tours de démo. Tu te dis non, mais là, c'est pas pour moi aujourd'hui, hein. T'en as la moitié qui ont envie de partir en cours. Et en fait, allez, après 2 heures déjà, tout le monde a la banane jusque-là en disant putain, mais pourquoi je suis pas venu plus tôt, quoi. Mais c'est ce que je dis à chaque fois, hein. Moi, j'organise les stages que j'aurais rêvé vivre il y a 30 ans. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Une grande liberté d'évolution, des belles autos. On fait pas n'importe quoi, c'est cadré, c'est décontracté. Et tu repars avec beaucoup, beaucoup de bagages parce que c'est finalement l'apprentissage par la pratique. Le pilotage, c'est 80% de théorie, enfin, c'est 20% de théorie, 80% de feeling. Donc, si tu fais que de la salle, le feeling... Puis je pense que tu l'as dit tout à l'heure et ça résume tout, c'est qu'il faut faire des choses qui nous font plaisir et c'est comme ça qu'on devient bon, déjà. Ouais. On excelle parce qu'on va y mettre tellement de cœur que les 12 heures par jour, même pas mal, tu t'en fous complet. Et ton parcours en est la preuve, en fait. Ouais. Oui, c'est vrai que, voilà, aujourd'hui, je continue d'aller vers ce qui m'éclate. Il y a des choses, hein, j'ai été sollicité pour d'autres activités voiture, mais je n'irai pas. Tu me verras pas mettre mes fesses en passager dans une bagnole qui va prendre 250 en trajectoire pour du coaching. Niet. Puis je voulais aussi souligner une dernière chose, c'est que aujourd'hui, malheureusement, tu es un petit peu malade et que ça ne s'est pas du tout ressenti. Ouais, merci. Tu as eu une forme olympique. Alors peut-être que dès qu'on va couper les caméras, tu vas t'écrouler. Non, ça va. Ça va mieux. Bon, bah tant mieux. J'étais un peu dans le dur il y a 2-3 heures, mais ça va. En tout cas, Yann, c'était un plaisir. Merci, c'est top. Je suis super content d'avoir refait cet épisode. Puis je pense qu'il est foncièrement mieux que le premier. C'est sûr même. Parce que j'ai le souvenir du premier où je devais avoir des blancs partout. J'étais là. Alors, qu'est-ce que j'avais à te dire après? C'est le genre. Enfin bref, mais l'histoire était écrite comme ça. Hein. Bon, alors j'espère qu'il y a quand même 2-3 personnes à connaître Pégase et Yann. Je sais que sinon tu vas faire un bide. Non, je suis pas inquiet pour ça. Je suis pas inquiet pour ça, vraiment. Tu verras. Ouais. Yes. À bientôt, Yann. Ciao. Merci beaucoup.